Lorsque l'avocat avait annoncé au téléphone qu'elle avait hérité d'une propriété dans le Montana, Maya avait cru à une erreur, une mauvaise blague ou une forme d'arnaque administrative. Mais en arrivant à l'adresse indiquée, elle n'avait trouvé qu'une masse étrange recouverte de neige, comme un monticule figé dans un rêve glacé. À première vue, cela ressemblait à un tertre abandonné, un amas de glace et de vent. Jusqu'au moment où elle avait forcé la porte gelée, découvrant qu'il y avait là, enfoui dans le silence blanc depuis 30 longues années, un secret si improbable et si précieux qu'il serait capable de rendre malade de regret l'homme qui l'avait abandonné. Un secret qui transformerait une mère célibataire brisée, trahie et invisible en une femme que plus personne n'oserait ignorer. Mais cette révélation appartenait encore à demain. Ce soir-là, la vie de Maya n'était qu'un marathon d'épuisement et de survie. Les lumières fluorescentes du dîner ouvert 24 heures sur 24 vibraient au-dessus de sa tête, lançant des bourdonnements qui lui vrillaient les tempes. Maya essuyait le comptoir pour ce qui lui semblait être la 1000e fois de la nuit. Il était 2 heures du matin, un de ces mardis sans âme où le monde semblait s'être arrêté. Le dernier client, un routier aux épaules voûtées, et dégustait lentement sa 3e tasse de café dans un coin, comme s'il tentait de repousser le moment de reprendre la route. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses baskets bon marché, achetées quelques semaines plus tôt au magasin de déstockage. Elles étaient censées tenir 6 mois, elles perdaient déjà leur couture. 32 ans, son âge officiel. 45, l'âge que lui renvoyait son reflet dans le distributeur chromé de serviettes en papier. Ses yeux verts étaient entourés de cernes si sombres qu'ils ressemblaient à des bleus qui ne guérissaient jamais. Ses cheveux blond miel étaient tirés en queue de cheval si serrés qu'elle en avait mal au crâne, mais c'était préférable à laisser des mèches voler devant son visage en pleine prise de commande. Elle n'avait plus le luxe de la coquetterie. Pas quand il fallait être impeccable dans 3 emplois différents. Son après-midi au centre d'appel. Son soir au supermarché. Et sa nuit ici, debout jusqu'à l'aube. 3 boulots. 7 jours par semaine. 84 heures quand elle avait de la chance. Malgré tout, il lui manquait encore 6 cents pour le loyer. Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un éclair de panique la traversa. Chaque notification était devenue une menace, une facture impayée, un avis en retard, un message venimeux de l'avocat de son ex, chaque fois avec une nouvelle exigence qui creusait un peu plus le trou dans lequel elle s'enfonçait. Mais ce n'était rien de tout cela. C'était un message de Deb, la voisine de 68 ans qui gardait Harper, sa fille, lorsque les horaires de Maya se chevauchaient, c'est-à-dire presque tout le temps. Harper s'est endormie. Je lui ai fait du mac and cheese. Et n'essaie même pas de me payer. Cet enfant est un trésor. Tu fais de ton mieux. Rentre bien. La gorge de Maya se serra, brûlante. Ce n'était pas l'épuisement. C'était la tendresse simple, inattendue, inconditionnelle. Deb était la seule constante depuis 8 mois et 13 jours. Oui, Maya comptait depuis que son mari, l'homme qu'elle avait aimé et cru fiable, s'était volatilisé. Il était parti avec ses vêtements, son camion, et leurs économies. 5 ans d'efforts envolés, $3200. Il avait laissé derrière lui $17 000 de dettes sur des cartes de crédit au nom de Maya qu'elle ne savait même pas posséder. Et il avait cessé secrètement de payer l'hypothèque. Quand Maya l'avait découvert, ils étaient déjà menacés de saisie. Comme si cela ne suffisait pas, il avait demandé le divorce et, dans un affront presque comique s'il n'avait pas été cruel, réclamé une pension alimentaire qu'il prétendait mériter puisqu'elle gagnait plus que lui. L'avocate avait appelé cela une infidélité financière. Maya l'appelait ce que c'était réellement, du vol, de la cruauté, et la destruction méthodique de sa vie. Elle envoya un simple émoji cœur, le seul message qu'elle pouvait écrire sans s'effondrer. Le routier réclama l'addition. Elle força un sourire, malgré la douleur dans ses pieds, calcula mentalement ce qu'elle venait de gagner grâce au pourboire modeste, puis se tourna pour continuer la fermeture du dîner. La clochette tinta. Elle se retourna, prête à annoncer que la cuisine était fermée et qu'elle ne pouvait offrir que du café. Mais l'homme qui entra n'avait rien d'un habitué de nuit. Son manteau de laine sombre semblait hors de prix, son attaché-caisse en cuir valait probablement plus que la voiture de Maya. Il ressemblait au genre d'homme qui n'aurait jamais mis les pieds dans un établissement aussi banal, sauf pour une raison très précise. Il s'approcha avec une prudence presque cérémonieuse. « Vous êtes Maya Hartwick ?» Son instinct se braqua immédiatement. Elle avait appris à se méfier. Les huissiers, les avocats, les collecteurs de dettes ne respectaient aucune heure. Ça dépend. Qui le demande? Richard Caldwell. Avocat chez Caldwell et Associates, à Billings, Montana.
Il déposa sa carte sur le comptoir, comme s'il distribuait une main de poker décisive. J'essaie de vous joindre depuis 3 semaines. Votre téléphone a été déconnecté. Désolé si payer une facture de téléphone n'est pas ma priorité, répondit-elle sèchement. Sans cellulaire, elle se débrouillait. Elle n'avait pas eu le choix, il fallait choisir entre conserver la ligne et garder l'électricité. Elle avait choisi la lumière. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis ici à propos d'un héritage. Maya avait failli rire. Un rire amer, dur, sans joie. Vous devez vous tromper de personne. Dans ma famille, on hérite de dettes, pas de biens. Votre grand-tante, Eleanor Hartwick. Elle est décédée en novembre dernier. Eleanor. Le nom remua quelque chose dans sa mémoire, un souvenir voilé, presque effacé. Une femme étrange, silencieuse, rencontrée à 2 reprises, une fois à un rassemblement familial lorsqu'elle avait 7 ans, une autre à l'enterrement de sa grand-mère. Une femme solitaire, vivant on ne savait où, qui envoyait des cartes de Noël sans adresse de retour, juste un cachet du Montana. Sa mère parlait d'elle avec un mélange d'admiration et de malaise, comme si Eleanor appartenait à un monde légèrement décalé du leur. Une femme qui avait choisi la solitude, pour des raisons que personne n'avait jamais su expliquer. Je la connaissais à peine, dit Maya d'une voix lente. Je ne l'ai vue que 2 fois. Pourquoi me laisserait-elle quelque chose? L'avocat ouvrit une grande enveloppe Kraft. Parce qu'elle vous a désigné comme unique bénéficiaire de sa succession. Maya cligna des yeux. Un souffle de peur et d'incrédulité passa en elle. Et, qu'est-ce que ça veut dire, exactement? Richard posa l'enveloppe devant elle avec un calme méthodique. Une propriété. Une structure isolée située à environ 90 km au nord de Billings, dans une zone rurale du comté de Cascade. Les documents de propriété, le testament et les coordonnées GPS sont là-dedans. Elle sentit son estomac se nouer. Une propriété? Quel genre de? Il eut une brève hésitation. Eh bien, c'est difficile à décrire. Votre grande-tante vivait de façon très particulière. L'endroit est inhabituel. Un frisson la parcourut. Elle n'avait pas le temps pour ça, ni l'énergie, ni la capacité mentale de gérer une complication de plus dans sa vie déjà ruinée. Mais l'idée d'un bien immobilier, une possibilité d'échapper à l'étau financier, c'était comme entrevoir une fissure lumineuse dans un mur qui se refermait sur elle depuis des mois. Elle ouvrit doucement l'enveloppe. Des cartes. Des actes notariés. Une adresse. Un testament manuscrit. Et une phrase, griffonnée d'une écriture difficile, dans un coin d'une page. Pour Maya. Parce que tu comprendras quand les autres ne pourront pas. Un frisson lui descendit le long de l'échine. Pourquoi moi? Murmura-t-elle. Pourquoi pas ma mère? Ou mes cousins? Votre grande-tante a été très claire sur le fait que la propriété devait vous revenir. À vous seul. Maya se perdit quelques secondes dans les lettres irrégulières tracées par Eleanor. Comme si la vieille femme avait anticipé quelque chose. Comme si elle l'avait choisi pour une raison précise, une raison enfouie dans ce monticule de neige qui l'attendait, là-bas, dans un coin oublié du Montana. Richard referma sa mallette. Vous devriez aller voir la propriété dès que possible. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais, je crois que vous voudrez constater par vous-même ce qu'elle a laissé derrière elle. Dans le silence du dîner endormi, Maya eut l'impression que quelque chose venait de basculer. Que sa vie, faite de faim, de fatigue et d'humiliation, venait de recevoir un minuscule mouvement, un souffle de changement fragile, mais réel. Elle baissa les yeux vers le testament. Et ce qu'elle découvrirait sous cette porte gelée, 2 jours plus tard, allait non seulement réveiller le passé de sa famille, mais transformer sa propre vie d'une façon si radicale que plus jamais elle ne se sentirait invisible. Plus jamais. Maya resta immobile, fixant l'enveloppe comme si elle risquait d'exploser entre ses mains, comme si elle cachait un nouveau piège prêt à se refermer sur elle. Tout, dans sa vie, avait toujours eu un prix caché, une fissure invisible, une conséquence inattendue. Elle avait appris à s'attendre au pire. Alors, quand l'avocat lui annonça d'une voix parfaitement posée qu'elle était l'unique bénéficiaire de la succession d'une grande-tante dont elle ne savait presque rien, son premier réflexe fut la méfiance. Il lui expliqua que le testament avait été déposé 23 ans plus tôt, jamais modifié, et que la succession était enfin entièrement réglée. Elle héritait de 23 acres de terrain et d'une résidence située à Red Lodge, dans le Montana. Il posa sur le comptoir une enveloppe contenant l'acte de propriété, les clés et un itinéraire pour rejoindre les lieux.
Maya dut forcer sa respiration à rester régulière. Quel est le piège? Demanda-t-elle d'une voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Il y en a toujours un. C'est quoi cette fois? Retard d'impôt? Hypothèque cachée? Décontamination? Qu'est-ce que j'hérite vraiment? L'expression de l'avocat resta professionnelle, mais un éclat plus doux traversa son regard. Aucun piège, mademoiselle Thornton. La propriété est entièrement à vous. Pas d'hypothèque, pas de dette, pas de risques environnementaux connus. Les taxes foncières sont réglées jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, ce sera à vous de les assumer, mais elles sont modestes pour la région, environ $800 par an. 800 $. C'était ce qu'elle gagnait les bonnes semaines en cumulant 3 emplois. Mais les mots qui résonnaient dans sa tête, qui se répétaient comme une bouée de sauvetage lancée dans une mer glaciale, étaient « libre de toute dette ». Pas de loyer. Pas de propriétaire menaçant d'expulsion. Pas de dette impossible à rembourser. Quel genre de résidence? Demanda-t-elle, tentant de contenir l'espoir qui s'insinuait malgré elle. L'espoir était dangereux. L'espoir menait à la chute. L'avocat hésita, pour la première fois depuis le début de leur conversation. C'est particulier. Les habitants l'appellent la maison Hobby. Une partie est construite directement dans la colline. C'est très isolé. Votre grande-tante était devenue assez recluse vers la fin de sa vie. Pour être franc, je n'ai jamais vu l'intérieur. D'après l'évaluation extérieure, il y a du travail à prévoir. Quel genre de travail? Insista Maya. On parle d'un peu de peinture ou d'un toit effondré avec moisissure toxique? La structure semble solide. La maison date du début des années 1950 et votre grande-tante l'a entretenue jusqu'à sa mort, à 93 ans. Je pense qu'elle est habitable, mais ancienne et nécessitant des mises à jour. Elle est restée verrouillée depuis son décès. J'ai les clés, mais je ne suis jamais allé jusque-là. C'est à 45 minutes de Red Lodge, en pleine montagne. Le mot « montagne » claqua dans l'esprit de Maya comme un rêve interdit. Un endroit éloigné. Un toit, même imparfait. Un lieu qui pourrait devenir un refuge. C'était plus que ce qu'elle possédait aujourd'hui. Elle accusait 3 mois de retard de loyer pour le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa fille Harper. L'avis d'expulsion avait été scotché à la porte 2 semaines plus tôt. Dans 9 jours, elle serait dehors. Elle dormait 4 heures par nuit et les bonnes nuits au courant d'un travail à l'autre pour mettre un peu de nourriture sur leur table et payer les médicaments pour l'asthme de Harper. Elle avait vendu tout ce qui avait un tant soit peu de valeur, son alliance, fondue pour récupérer l'or. Le collier de sa grand-mère. Les meubles de bébé qu'elle avait gardés avec l'idée folle qu'un jour elle aurait peut-être un deuxième enfant. Tout avait disparu, pièce après pièce, troqué contre quelques jours de répit. « Est-ce que je peux la vendre » demanda-t-elle enfin, trop épuisée pour masquer la panique dans sa voix. « Si j'en hérite, est-ce que je peux la revendre immédiatement » ? C'est votre droit. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais je dois préciser que le marché des propriétés isolées dans cette région est particulier. Les acheteurs sont rares, et le prix pourrait être plus faible que vous ne l'espérez. Les biens atypiques attirent un public très spécifique. Maya sentit son souffle se bloquer. Elle continua tout de même. Elle vaut combien, approximativement? Avec les 23 acres et les bâtiments, si tout est en bon état, probablement entre 75 000 et 125 000 $. Mais ce n'est qu'une estimation grossière. Il faudrait une évaluation complète. 75 000. Le chiffre résonna en elle comme un miracle improbable. Avec ça, elle pourrait rembourser ses dettes. Trouver un appartement potable. Travailler un seul emploi, peut-être. Donner à Harper une existence qui ne dépendrait plus du sacrifice permanent. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit quelque chose qui ressemblait à une respiration profonde. « Je la prends » dit-elle, avant même de réfléchir. L'avocat hocha la tête et fit glisser l'enveloppe vers elle. L'acte, les clés et les directions sont dedans. Il y a aussi une lettre de votre grande-tante. Elle a laissé des instructions très précises, elle devait vous être remise en main propre. Pas envoyée. Pas déposée quelque part. Directement à vous. Maya attrapa l'enveloppe. Elle était plus lourde qu'elle ne l'aurait cru, comme si elle contenait bien plus que quelques papiers, comme si elle contenait un avenir entier, encore invisible. Pour la première fois en 8 mois et 13 jours, elle ne se sentit pas en train de couler. Elle sentit une direction.
Impossible. Est-ce que je dois savoir autre chose, demanda-t-elle. L'avocat hésita de nouveau, plus longuement cette fois. Je vais parler en dehors du cadre légal, mademoiselle Thornton. Votre grande-tante était une femme particulière. La propriété l'est aussi. Et la ville de Red Lodge est petite. Les gens y ont la mémoire longue. Si vous décidez de vous y installer, attendez-vous à entendre des opinions. Certains avaient des idées très arrêtées sur votre grande-tante et sur son terrain. Maya haussa un sourcil. C'est une façon de dire qu'elle était excentrique? C'est une façon de dire qu'elle tenait farouchement à sa vie privée, et que tout le monde ne comprenait pas cela. Attendez-vous à des questions. À de la curiosité. Peut-être à des personnes qui cherchent à accéder à cette propriété depuis longtemps. Un frisson long et glacé remonta le long de la colonne vertébrale de Maya. Mais elle était bien trop fatiguée pour s'embarrasser de mystères ou d'avertissements sibyllins. D'accord. Merci d'être venu jusqu'ici. Il inclina la tête, déposa un billet de $20 pour un café qu'il n'avait pas bu, puis quitta le dîner sans un mot de plus. Maya resta plantée là, dans la salle vide encore imprégnée d'odeur de café et de bacon froid, tenant l'enveloppe contre elle pendant que son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle termina son service comme dans un rêve, essuyant des tables, remplissant des tasses, balayant le sol, alors que son esprit dérivait vers un futur inconnu, vertigineux, peut-être dangereux, mais enfin ouvert. À 6 heures du matin, elle quitta le travail. Dehors, la ville s'étirait lentement vers le jour. Le ciel s'embrasait de rose et d'or, mais elle n'y prêta presque pas attention. Elle conduisit jusqu'à son immeuble, les yeux brûlants de fatigue. Deb, sa voisine, était assise sur les marches, 2 cafés fumant à la main. « T'as une tête de quelqu'un qui a vu un fantôme, dit-elle en lui tendant un gobelet. Maya inspira profondément. J'ai hérité d'une maison, réussit-elle à dire, stupéfaite d'entendre ces mots sortir de sa bouche. Dans le Montana. D'une grande-tante que je connaissais à peine. Les sourcils de Deb montèrent si haut qu'ils semblèrent vouloir s'envoler. Eh bien, putain. Et pour la première fois depuis très longtemps, Maya sentit un souffle de rire monter dans sa gorge petit, fragile, mais bien réel. Un minuscule début de miracle. Maya resta un moment silencieuse, incapable de formuler la moindre réponse. Elle s'était attendue à tout sauf à cela, à un reproche, à une nouvelle catastrophe, ou peut-être à un énième épisode d'absurdité de la part de son ex. Mais certainement pas à la réaction calme et déterminée de Deb. Je ne sais pas quoi faire, avoua Maya en se laissant glisser sur la marche, les épaules affaissées sous un poids invisible. Je ne connais rien de cette maison, à part qu'elle est étrange, isolée, et maintenant, elle m'appartient. Je n'ai pas l'argent pour y aller. Je n'ai pas l'argent pour déménager. Je n'ai rien. Deb la fixa quelques secondes, puis demanda doucement. De combien tu as besoin juste pour l'essence? Pour aller jusqu'au Montana. Maya sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle tapait l'adresse. Red Lodge, Montana. Environ 1450 km. Ma vieille Honda fait du 10 litres au 100, ça me fait à peu près 150 litres d'essence. Avec les prix actuels, peut-être $150. Plus la nourriture, plus au moins une nuit dans un motel, et j'ai seulement $300. Débaucha la tête puis, sans hésiter, déclara. Ces $300, ils sont à toi. Je veux que tu les prennes. Maya secoua la tête, presque horrifiée. Je peux pas. C'est ton argent. Tu travailles aussi dur que moi. Si, tu peux. Et tu vas le faire. Parce que voilà ce que je vois, moi, tu t'épuises avec 3 emplois, tu t'écroules de fatigue et pourtant tu t'enfonces un peu plus chaque mois. Il y a un avis d'expulsion sur ta porte, et tu dois comparer devant un juge dans 9 jours. Tu peux rester ici, te battre dans une guerre que tu as déjà perdue, ou tu peux tenter quelque chose de différent. Peut-être que ce sera un désastre. Peut-être que cette maison est un taudis. Mais peut-être aussi que c'est ta chance. Un nouveau départ. Maya sentit une brûlure derrière ses paupières. Elle n'avait plus la force de retenir ses larmes. Et si j'y vais, et qu'il n'y a rien? Et si je mets tout ce qui me reste dans ce voyage et que j'arrive au Montana pour découvrir que la maison est invendable, inhabitable, inutile? Et alors je n'aurai plus rien. Deb prit une inspiration lente, puis parla d'une voix si douce que Maya sentit son cœur se fissurer davantage. Tu n'as déjà rien, Maya. Ou plutôt, tu n'as rien d'autre que ta persévérance.
Alors si tu pars, tu risques quoi? De perdre ce que tu n'as pas? Au moins, tu auras essayé. Au moins, tu donneras à Harper une chance de grandir ailleurs que dans cette lutte sans fin. Cette petite fille mérite une mère qui ne se tue pas à la tâche pour survivre. Elle mérite un foyer. Même un foyer étrange, paumé au Montana. Maya baissa les yeux sur l'enveloppe posée sur ses genoux. Il m'a laissé avec rien. Il m'a pris tout ce que j'avais, il m'a abandonné avec des dettes, du déshonneur, et ce poids que je n'arrive pas à enlever de mes épaules. Et si je suis pas assez forte pour recommencer? Deb lui prit les mains. Tu es assez forte. Tu es assez forte pour travailler jour et nuit et quand même sourire à ta fille. Tu es assez forte pour avoir survécu à ce que cet homme t'a fait. Alors oui, tu es largement assez forte pour conduire jusqu'au Montana et découvrir ce que ton arrière-tante t'a laissé. Elle déposa un gobelet de café brûlant dans les mains de Maya. Va faire tes valises. Prends Harper. Prends mes $300. Et va voir ce qui t'attend là-bas. 3 jours plus tard, Maya et Harper pénétraient enfin dans Red Lodge, Montana, à bord de leur Honda vieille de 15 ans, affichant 370 000 km au compteur et remplie de sacs poubelles contenant tout ce qu'elles possédaient encore. Elles avaient dormi dans les aires d'autoroute, mangé des biscuits et du beurre de cacahuète, et roulé sans s'arrêter sauf pour l'essentiel. Chaque muscle du corps de Maya la lançait. Elle avait les yeux secs et irrités, la nuque raide, et la bouche amère de fatigue. Mais elles y étaient. Red Lodge. Une petite ville de 3000 habitants nichée au pied des montagnes Beartooth, entourée d'immenses forêts de pins et d'une profondeur de silence que Maya avait oubliée. Ou peut-être qu'elle ne l'avait jamais connue. Harper colla son visage contre la vitre, émerveillée. Maman, regarde. Les arbres, les montagnes. Elles sont énormes. Oui, je les vois, ma chérie, répondit Maya en serrant le volant jusqu'à en blanchir les articulations. Elles s'arrêtèrent à une station-service pour demander leur chemin. La caissière, une femme d'une 50aine d'années au visage tanné par le soleil, plissa les yeux en voyant l'adresse. Vous allez chez les Hartwick? Oui. Je m'appelle Maya. J'ai hérité de la propriété de ma grand-tante Eleanor. Le regard de la femme changea immédiatement à un mélange étrange de compassion, de suspicion et de curiosité. Je suis Carol. Je connaissais Eleanor. Pas intimement, mais assez pour échanger quelques mots quand elle descendait en ville acheter ses provisions. C'était une bonne femme. Très solitaire. Et sa propriété, c'est quelque chose. Maya sentit une pointe d'inquiétude lui remonter la colonne vertébrale. Vous pouvez m'expliquer comment y aller? J'ai des instructions mais je ne suis jamais venu. Carol attrapa un papier et dessina une carte simple mais précise. Prenez Main Street vers l'est. Ça devient une route de comté après quelques kilomètres. Continuez pendant 20 minutes. Ensuite, vous verrez un chemin de terre sur la gauche. On le reconnaît au grand pin dont le tronc est fendu en deux. Impossible de le rater. Suivez ce chemin-là jusqu'à la maison. Mais, la route est mauvaise. Très mauvaise. Votre voiture risque de peiner. On s'en sortira, répondit Maya d'une voix qui manquait de conviction. Avant qu'elle ne parte, Carol se pencha un peu et ajouta d'un ton bas, presque confidentiel. Les gens vont peut-être venir poser des questions. Eleanor avait verrouillé cet endroit pendant des décennies. Beaucoup de monde est curieux. Mais vous ne devez rien à personne. C'est votre propriété, votre affaire. Compris? Un frisson glacial parcourut Maya. Quel genre de questions? Rien d'inquiétant. Vous savez comment sont les petites villes, tout le monde s'intéresse à tout. Une femme mystérieuse vivant seule dans les montagnes, ça crée des histoires. N'y faites pas attention. Mais Maya n'arrivait pas à l'ignorer. Il y avait quelque chose dans le ton de Carol, dans les regards des gens, dans la manière dont le nom Hartwick semblait peser sur l'air, quelque chose qui lui donnait l'impression d'hériter de bien plus qu'un simple terrain. La route quittait le centre-ville et s'enfonçait dans les montagnes. Les arbres se densifiaient, la lumière diminuait, l'air se faisait plus froid. Bien que ce fût le printemps, la neige persistait dans les zones ombragées, et des plaques de glace rendaient la route dangereuse. La voiture gémissait à chaque montée. Le moteur semblait à bout de souffle. On arrive bientôt, demanda Harper pour la 3e fois. Je crois, ma chérie. Cherche un arbre avec un tronc fendu. Elles mirent 15 minutes à le repérer, un immense pin dont le tronc se séparait en 2 colonnes torsadées.
Le chemin de terre qui s'ouvrait à côté ressemblait plus à une cicatrice dans la montagne qu'à une route. La voiture bondissait, heurtait pierre et ornières, les branches fouettaient les vitres, et Maya serrait les dents. Puis soudain, les arbres s'ouvrirent. Maya freina si brutalement que Harper fut projeté en avant contre sa ceinture. La bouche de la fillette s'arrondit. Waouh! Devant elle se trouvait la maison. Ou plutôt, une sorte de demeure étrange, impossible, comme née de la terre elle-même. Construite directement dans un flanc de colline recouverte d'herbe, elle semblait appartenir autant au paysage qu'à la roche. Le devant était composé de bois ancien et de pierres sombres, et la porte ronde, massive, peinte d'un vert profond semblait tirer tout droit d'un conte. Deux petites fenêtres circulaires, opaques de poussière et traversées de toiles d'araignée, encadraient l'entrée. Au-dessus, la colline continuait, formant un toit naturel couvert de fleurs sauvages et de tiges frêles prêtes à éclore. Des stalactites de glace pendaient encore le long des poutres, scintillant comme des crocs translucides. La maison paraissait abandonnée. Elle paraissait invraisemblable. Elle paraissait magique. C'est une maison de hobby, souffla Harper, les yeux brillants. Comme dans les films. Maman, on va vivre dans une vraie maison de hobby. Maya coupa le moteur. Ses mains restèrent crispées sur le volant. Son cœur battait dans sa gorge, lourd, rapide, incontrôlable. C'était donc ça. Ce que la vie lui avait laissé. Ce que le destin lui avait mis entre les mains sans qu'elle le demande. Une maison impossible, surgie d'un autre monde. Une maison pleine de mystères, d'ombre, de silence. Une maison qui l'attendait depuis plus de 30 ans. Et pour la première fois depuis très longtemps, Maya sentit quelque chose se frayer un chemin dans sa poitrine fragile, hésitant, presque douloureux. De l'espoir. C'était pour cet instant précis qu'elle avait parcouru plus de 1400 kilomètres, qu'elle avait vidé ses derniers dollars, qu'elle avait tout risqué leur avenir, leur sécurité, leur fragile espoir de recommencer ailleurs. Tout cela pour découvrir une maison enfouie dans un versant de montagne, perdue au milieu de nulle part, avec ses portes et fenêtres rondes, son toit couvert de terre et d'herbe, comme si le monde l'avait oublié pendant plusieurs générations. À première vue, cela ressemblait à une folie. À une retraite impossible. À l'endroit exact où quelqu'un viendrait se cacher pour disparaître du reste de l'humanité. Pourtant, malgré cette étrangeté, malgré l'isolement absolu, il y avait quelque chose de différent. Un charme ancien. Une aura presque irréelle. On dirait un endroit magique, murmura Harper, la voix douce, émerveillée et un peu tremblante. Malgré la fatigue accumulée du voyage, malgré la peur tapie sous la peau, malgré l'incertitude qui lui rongeait les entrailles depuis des jours, Maya sentit un sourire lui effleurer les lèvres. Oui, ma chérie. Tu as raison. C'est exactement ça. Elles descendirent de la voiture. Leurs souffles se transformèrent immédiatement en brouillard dans l'air glacé de la montagne. Ici, l'altitude volait la chaleur du printemps, imposant son propre climat rude et silencieux. Maya resserra autour d'elle sa veste trop fine, la seule qu'elle possédait encore, regrettant de ne pas avoir prévu quelque chose de plus chaud. Harper glissa sa petite main dans la sienne, cherchant courage et sécurité. Ensemble, elles avancèrent vers la porte ronde, massive, sculptée à la main dans un bois si ancien qu'il semblait avoir traversé plusieurs vies. Les motifs gravés des spirales, des feuilles, des constellations avaient été polis par les années, par le vent, par la neige, au point d'en devenir presque soyeux. Des lierres s'enroulaient autour du cadre, et de la mousse tapissait les pierres de la fondation. C'était une maison qui ne paraissait pas avoir été construite, mais plutôt née de la montagne elle-même. Maya sortit la clé que Richard lui avait remise, une lourde clé en fer forgé, ouvragée comme un artefact médiéval, trop ancienne pour appartenir réellement au monde moderne. Elle l'inséra dans la serrure située sous une poignée en laiton terni. Rien. Elle força un peu. Puis un peu plus. La clé grinça, mais la serrure refusa de bouger. Peut-être qu'elle est gelée ? Proposa Harper en posant son doigt sur le métal. Quand elle retira sa main, ses doigts étaient humides. Mama, regarde. Il y a de la glace. Maya se pencha, examina de plus près, et son cœur se serra. La petite avait raison, de la glace remplissait le mécanisme. Mais ce n'était pas une simple congélation due au froid extérieur. On aurait dit que la glace poussait depuis l'intérieur du verrou, comme si elle faisait partie intégrante du métal. Un frisson parcourut l'échine de Maya. Elle chercha autour d'elle et trouva un caillou près de la base du mur. Pendant 15 longues minutes, elle frappa, racla,
chipait soigneusement la glace, en prenant garde de ne pas briser la serrure. Le froid mordit ses doigts jusqu'à les engourdir. Ses jointures craquèrent, se fendirent, saignèrent. Mais peu à peu, des fragments se détachèrent et des éclats anguleux, rigides, presque translucides. Ils tombaient au sol sans fondre, comme si la chaleur n'avait aucune prise sur eux. Enfin, un déclic retentit au fond du mécanisme. Maya inspira profondément, tourna la clé. Une résistance. Puis un mouvement. La serrure céda avec un bruit qui rappelait celui du verre brisé. La porte s'ouvrit lentement, avec un grognement grave, comme si elle n'avait pas bougé depuis des décennies. Un souffle d'air glacé se répandit autour d'elle, chargé de poussière, d'humidité, de roches et d'autres choses. Une odeur que Maya n'arriva pas à identifier. Quelque chose d'antique. D'enfoui. De scellé. L'intérieur baignait dans l'obscurité. Les fenêtres rondes étaient opaques de saleté et de temps, incapables de laisser entrer la lumière du jour. Maya alluma la lampe de son téléphone et dirigea le faisceau devant elle. Une vaste pièce circulaire apparut d'une trentaine de mètres carrés faite de murs courbes mêlant pierres polies et terre battue. Des poutres de bois sombre soutenaient le plafond, disparaissant dans l'épaisseur de la colline. Sur le mur du fond se dressait une immense cheminée de pierre, dont l'âtre semblait n'avoir pas vu de feu depuis un demi-siècle. Le sol était recouvert de galets de rivière assemblés en motifs complexes qui formaient des spirales convergeant vers le centre de la pièce. Des meubles, recouverts de draps blancs jaunis par le temps, se tenaient immobiles comme des silhouettes fantomatiques, un canapé, quelques fauteuils, une table basse. Des étagères longeaient les murs, chargées de livres, d'objets indistincts et de souvenirs dont elle ne distinguait encore que les contours. Mais rien de tout cela n'était la cause du choc brutal qui frappa Maya. Ce qui l'arrêta net, ce qui fit monter son pouls jusqu'à ses tempes, c'étaient les 3 portes. 3 portes identiques, réparties uniformément le long du mur circulaire. Toutes sculptées du même motif complexe que la porte d'entrée. Toutes en bois massif, anciennes, lourdes. Mais à la différence du reste de la maison. Elles étaient gelées. Pas gelées comme une porte mal isolée en plein hiver. Pas gelées comme une vitre qui prend du givre au petit matin. Non. Elles étaient entièrement enveloppées d'une couche d'épais cristal glacé, qui semblait pousser depuis le bois, s'étendre, coloniser la surface et figer chaque détail sous un manteau bleuâtre. Par endroits, la glace atteignait plusieurs centimètres d'épaisseur. Dans le faisceau du téléphone, elle pulsait presque, comme si elle était vivante. « Mama » murmura Harper, sa voix soudain minuscule. « Pourquoi il y a de la glace dans la maison ?» Maya sentit un frisson violent lui traverser le corps. « Je ne sais pas, ma puce, répondit-elle, mais sa voix tremblait. Elle s'approcha de la première porte, tendit la main et posa le bout de ses doigts sur l'épaisse couche de cristal. La douleur fut immédiate, un froid si intense qu'il brûlait. Ce n'était pas de la glace normale. Et ce n'était certainement pas naturel. Elle passa à la deuxième porte. Ici, la glace était encore plus dense, presque noire par endroits. Opaque. On ne distinguait plus le bois sous-jacent. La troisième porte, la plus grande, directement en face de l'entrée, était la plus inquiétante. La glace y formait un bloc presque parfait, épais de plusieurs centimètres. Non seulement elle recouvrait la porte, mais elle s'étendait au cadre, à la pierre alentour, comme si elle avait tenté d'emprisonner toute la structure. Des motifs tourbillonnaient dans cette glace, des spirales, des figures géométriques, des symboles, presque une écriture. Une écriture d'un autre temps. D'un autre monde. « Qu'est-ce qu'il y a derrière » demanda Harper, se rapprochant de sa mère, ses yeux grands et brillants dans la pénombre. « Je ne sais pas » répéta Maya, même si une certitude étrange serrait déjà sa poitrine. Quel que soit ce que Eleanor avait caché derrière ces portes, quel que soit ce qu'elle avait protégé dans le cœur de cette maison enfouie dans la montagne, cela avait de la valeur. Une valeur immense. Une valeur suffisante pour que d'autres cherchent à la lui voler. Peut-être même suffisante pour changer une vie. Elle sortit enfin l'enveloppe que Richard lui avait confiée. Elle n'avait jamais trouvé le courage de l'ouvrir. Mais maintenant, au milieu de ce lieu impossible, avec ses portes recouvertes d'une glace surnaturelle et cette sensation dérangeante que la montagne retenait son souffle. Il était temps. Ses mains tremblaient lorsqu'elle déplia la lettre. Le papier, épais, avait jauni avec les années. L'écriture, fine et élégante, ondulait comme des fils d'argent tracés par une main patiente. Elle dirigea la lumière du téléphone sur les lignes et commença à lire. « Ma chère Maya.
Si tu lis ces mots, c'est que j'ai finalement quitté ce monde, et que tu as trouvé le chemin jusqu'à ce que j'ai laissé derrière moi. Je suis désolé que la vie nous ait tenus éloignés. Ta mère et moi avons une eau différente. À l'époque, il me semblait insurmontable. Maintenant, avec 93 années de recul, ils me paraissent dérisoires. J'ai choisi une existence de solitude. Un choix que je croyais nécessaire, mais qui m'a coûté bien plus que je ne voulais l'admettre. Pourtant, de loin, autant que ces montagnes me le permettaient, j'ai suivi ton chemin. Je sais ce que tu as affronté. Je sais tout de l'homme qui t'a trahi, qui t'a vidé jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier espoir. J'ai traversé quelque chose de semblable, il y a 72 ans. Un homme qui voulait me prendre ce que j'avais de plus précieux. Quelqu'un qui a d'abord essayé de me charmer, puis de me menacer, puis de me voler. Il a échoué uniquement parce que j'ai accepté de disparaître complètement. Derrière les portes gelées, tu trouveras ce que j'ai protégé toutes ces décennies. C'est à toi maintenant. Elle lut la lettre encore et encore, 3 fois, 4 peut-être, jusqu'à ce que ses mains tremblent si fort qu'elle dut les poser sur ses genoux pour les stabiliser. Tout cela. Chaque pièce. Chaque fragment. Et pourtant, un avertissement traversait les lignes comme un fil brûlant, d'autres cherchaient cette collection depuis très longtemps. Il viendrait, tôt ou tard, dès qu'ils apprendraient qu'elle avait hérité de cet endroit. Ils offriraient de l'argent, des sommes qu'on aurait dit impossibles à refuser. Ils envelopperaient leurs menaces d'une douceur feinte, d'une sollicitude perfide. Ils tenteraient de la charmer ou de l'effrayer pour obtenir ce qu'ils voulaient, l'accès à ce qui reposait derrière ces portes gelées. Eleanor la mettait en garde, ne faire confiance à personne. N'ouvrir ses portes pour personne d'autre qu'elle-même. Laissez venir le moment juste. La glace fondra quand tu seras prête. Une phrase si étrange qu'elle en devenait presque inquiétante. Comme si la glace, simple au figé, possédait soudain une conscience, une attente. Et pourtant, en regardant les 3 portes, Maya sentait confusément qu'Eleanor ne parlait pas en métaphore. Elle livrait une instruction. Un secret. Qu'est-ce qu'elle dit, la lettre, demanda Harper d'une petite voix. Elle dit que cet endroit est spécial, et qu'il faut être patiente, répondit Maya, la gorge serrée. Cette nuit-là, elles s'installèrent dans la grande pièce circulaire pour y camper. Maya réussit à allumer un feu dans l'âtre de pierre grâce à une réserve de bois soigneusement empilée sous un auvent à l'extérieur, protégée par une bâche solide. Le bois prit aussitôt, comme s'il n'attendait qu'un souffle, qu'une main humaine pour s'embraser à nouveau. La chaleur s'étendit dans la pièce avec la lenteur douce d'un animal qui s'éveille. Elles mangèrent leurs dernières provisions, des barres de céréales et une soupe en conserve chauffée dans une vieille casserole trouvée dans la cuisine de Pierre. Harper s'endormit presque aussitôt, roulé dans les couvertures tirées des meubles recouverts de draps. 2 jours de route, trop peu de sommeil, trop d'émotions. Elle s'effondra comme un petit oiseau épuisé. Maya, elle, resta éveillée. Le feu projetait des éclats mouvants sur les portes glacées. La glace capturait la lumière, la renvoyait dans des motifs étranges, presque vivants, comme si le givre respirait. À un moment, incapable de rester sans agir, Maya sortit son téléphone et tapa le nom d'Eleanor Hartwick. Le signal était faible mais présent, probablement celui d'une antenne de Red Lodge. Les résultats furent maigres. Un avis de décès qui ne donnait que des détails basiques, son âge, ses décennies passées dans cette région, rien de plus. Une mention dans une étude géologique de 1953 sur les dépôts minéraux du Montana. Pas une photo. Pas une interview. Pas le moindre article. C'était comme si Eleanor avait patiemment effacé toute trace d'elle de la surface du monde moderne. Maya essaya d'autres pistes, pierres précieuses du Montana, collection minéralogique rare, géologue femme dans les années 1940. Rien. Des informations générales, mais rien d'assez précis pour expliquer ce qui pouvait se trouver derrière ces portes scellées par la glace. Éreintée, elle finit par s'allonger à côté de Harper. Le sommeil fut une succession de fragments, visions de glace qui se fissurent, de portes qui s'ouvrent sur des salles impossibles, de couloirs taillés dans la montagne. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière dorée du matin baignait la pièce par les fenêtres rondes incrustées dans la colline. Harper était déjà debout, tirant les draps qui recouvraient les meubles. Sous le tissu dormant, des trésors d'artisanat se dévoilaient, un canapé aux accoudoirs sculptés, des fauteuils recouverts d'un tissu ancien mais élégant, une table massive taillée dans une seule pièce de bois, provenant d'un arbre gigantesque. « Maman, regarde, dit Harper en montrant les étagères qui occupaient la totalité des murs. Il y a tellement de livres.
Maya s'étira, les muscles raides comme du bois vert. Elle s'approcha et prit un volume au hasard. Une couverture de cuir souple, un titre doré, Minéralogie des Rocheuses, édition 1946. Puis un autre, Les Gemmes d'Amérique du Nord. Et encore un, Formation géologique du Montana et du Wyoming. Des centaines, peut-être des milliers de livres consacrés aux roches, aux minerais, aux pierres précieuses, à l'histoire minière de l'Ouest américain. Ta grande-tante aimait vraiment les cailloux, fit remarquer Harper. Oui, elle les aimait vraiment beaucoup, murmura Maya. Elles prirent un petit déjeuner avec le peu qu'il restait, des œufs brouillés cuits dans une poêle en fonte retrouvée dans un recoin de la cuisine. Elles mangèrent en silence, toutes deux obsédées par les portes glacées. Quand elles eurent fini, Maya prit une décision, il était temps de réessayer. Dans l'auvent extérieur, elle trouva des outils, un marteau, des ciseaux, un pied de biche. Du matériel ancien, mais entretenu avec un soin presque affectueux. Elle commença par la plus petite des trois portes, celle située à gauche de la cheminée. La glace était bien plus dure qu'elle ne l'avait imaginé, presque minérale. Chaque éclat qu'elle détachait tombait au sol en un tintement cristallin. Harper observait, posant des questions auxquelles Maya n'avait aucune réponse. Pourquoi elle a gelé les portes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand est-ce qu'on pourra entrer? Il fallut presque toute la matinée pour dégager la serrure. Quand les premiers fragments tombèrent, Maya vit qu'ils ne fondaient pas. Ils se brisaient en petits prismes parfaits, comme du quartz pur. La clé entra dans la serrure avec une résistance étrange. Elle tourna. Un déclic résonna dans toute la pièce, comme si la maison entière avait retenu son souffle. La porte s'ouvrit. La salle derrière était minuscule, 10 pieds sur 10 au maximum, creusée directement dans la colline. Mais contrairement à la pièce principale, abandonnée depuis des décennies, celle-ci semblait avoir été préservée du temps. Aucune poussière. Une lumière chaude, naturelle, tombait d'un puits percé dans la roche, quelque part au-dessus. Des étagères couvraient chaque mur. Et sur ces étagères, des centaines de carnets en cuir, tous étiquetés de dates s'étendant de 1945 jusqu'à quelques mois avant la mort d'Eleanor. Des livres, encore, bougonna Harper, déçu. Mais Maya comprit immédiatement. Ce n'étaient pas des livres. C'étaient des journaux. Une vie entière tenue au jour près, pensée après pensée. Elle prit un volume au hasard. 12 juin 1953. La même écriture que dans la lettre. Il est revenu aujourd'hui. Plus insistant encore. Il se prétend collectionneur, mais je vois qu'il est vraiment un voleur vêtu de luxe. Il sait que je possède la collection complète des saphirs du Montana, celle que j'ai mis 8 ans à assembler. Il m'a offert $50 000, pensant qu'une femme géologue pauvre céderait le travail de sa vie. Je l'ai laissé repartir avec son arrogance. Ces spécimens ne sont pas à vendre. Ils appartiennent à la terre, à l'histoire, à quiconque veut les étudier avec respect, de pas à un riche qui les enfermera dans un coffre pour les regarder briller dans l'ombre. Le cœur de Maya accéléra. Elle prit un autre journal. 1947. Aujourd'hui, j'ai acquis ce que je crois être le plus bel exemple de saphir yogo jamais découvert. Maya leva les yeux vers les deux autres portes glacées. Derrière ces murs, une vérité attendait. Une vérité qu'Eleanor avait protégée toute sa vie. Une vérité qui, désormais, lui appartenait. Elle se souvenait des derniers mots de la lettre, écrits dans une tendresse qui transperçait les années. J'espère, ma chère, que ce que tu trouveras ici t'offrira ce que cela m'a offert à moi, la liberté. Pas seulement la liberté envers la misère ou la dette. Mais la liberté de cesser de croire que ta valeur dépend du regard de quelqu'un d'autre. Fais-toi confiance. Fais confiance à la maison. Et lorsque tu seras prête, la glace cédera. Signé, avec l'amour que j'aurais dû te donner de mon vivant. Eleanor Hartwick. Maya ferma doucement le journal. La pièce semblait respirer autour d'elle. Les murs, la lumière, la maison entière portaient l'empreinte d'une femme qui avait choisi la solitude pour ne jamais trahir ce qu'elle gardait. Pour protéger un héritage que tant d'autres convoitaient. Et maintenant, cet héritage reposait entre ses mains. Elle prit la main de Harper, chaude, petite, confiante. On n'a encore rien vu, ma chérie, murmura-t-elle. Rien du tout. La glace, silencieuse, brillait comme si elle avait entendu. Dans son journal, Eleanor écrivait qu'un propriétaire de mine avait voulu conserver un spécimen exceptionnel, mais qu'elle l'avait convaincu qu'il méritait une véritable collection,
un endroit où il pourrait être étudié, catalogué et préservé comme il se devait. À cette époque-là, elle avait déjà recensé 47 spécimens uniques provenant seulement du Montana. Et la collection ne cessait de croître à un rythme qui la dépassait. Peu à peu, elle avait compris que son petit appartement de Billings n'était plus un lieu sûr, trop vulnérable, trop exposé. Les gemmes qu'elle protégeait attiraient les convoitises. Dans un autre cahier, daté de 1951, sa décision était claire, presque solennelle. Elle construirait une maison dans les montagnes, un endroit suffisamment reculé pour qu'aucun visiteur de passage ne puisse s'y égarer par hasard. Là, elle pourrait aménager un véritable espace d'étude, de sécurité, un sanctuaire pour sa collection devenue trop précieuse. Si certains savaient ce que je possède vraiment, écrivait-elle d'une plume tendue, ils feraient n'importe quoi pour me le prendre. Elle confiait même avoir déjà été trahie, un homme en qui elle avait eu confiance lui avait volé une partie de ses recherches. Cela n'arrivera plus jamais. Maya referma le journal et contempla la pièce autour d'elle avec un regard neuf. Eleanor n'avait jamais été une recluse par choix. Elle s'était retirée du monde pour protéger quelque chose de fragile, de convoité, et sans doute bien plus important qu'elle ne l'avait laissé paraître. « Maman, on peut voir ce qu'il y a dans les autres pièces ?» demanda Harper, les yeux brillants d'une curiosité fébrile. Maya hocha lentement la tête. « Oui, ma chérie. Je crois qu'il faut. » La seconde porte céda plus vite, comme si la glace elle-même acceptait enfin de s'effacer. Peut-être Maya devenait-elle plus habile, ou peut-être que, comme Eleanor l'avait suggéré dans sa lettre, la maison savait qu'elle était prête. 1 heure plus tard, la serrure libérait son cliquetis étouffé, et la porte s'ouvrait sur une pièce plus grande que la précédente, environ 4,50 m de côté. Maya en eut le souffle coupé. Elle avait devant elle un véritable laboratoire d'un autre temps. De longues tables en bois supportaient des instruments scientifiques d'une époque révolue, microscope à la structure élégante, fait de laiton sombre, balance de précision au plateau brun patiné, outils de mesure gravés de lignes si fines que Maya ne reconnaissait même pas la langue utilisée. Le long des murs, des armoires vitrées s'alignaient, protégées par d'épais panneaux de verre. Maya approcha la première armoire avec une lenteur presque religieuse, la gorge sèche. Elle essuya la buée sur la vitre et resta immobile, stupéfaite. Des roches. Des dizaines et des dizaines de roches, soigneusement rangées, étiquetées, alignées. Mais ce n'étaient pas des roches ordinaires. Même à travers le verre, même sous la lumière froide, chacune d'elles semblait irradier une lueur intérieure, comme si une vie secrète palpitait dans leur cœur minéral. Certaines étaient translucides comme du verre coloré, d'autres, opaques, captaient la lumière de manière à scintiller. Elles allaient du minuscule éclat plus petit que le pouce de Harper jusqu'à des pierres puissantes de la taille du poing de Maya. Elle déverrouilla prudemment la porte de l'armoire. Une bouffée d'air glacé s'échappa, parfumée de pierres et de thym sauvage. Le premier spécimen qu'elle saisit portait une étiquette écrite à la main. Saphir Yogo du Montana, 5,3 carats bleu-bleuet, acquis en avril 1948 dans le dépôt de Rock Creek. Clarté exceptionnelle. Importance historique élevée. Couleur considérée comme l'une des plus saturées jamais documentées dans cette région. Les mains de Maya se mirent à trembler. Elle reposa la pierre avec une délicatesse extrême et en prit une autre. Egmarine du Colorado, 11,7 carats Mont Antero, acquise en juin 1950. Qualité muséale. Formation cristalline intacte. Une autre encore. Grenat étoilé de l'Idaho, 7,2 carats Emerald Creek acquis en mars 1952. Phénomène étoilé à 4 rayons. Variation de couleur extrêmement rare. Les jambes de Maya flanchèrent, elle tomba assise sur le sol froid, le grenat dans la main. Ce qu'elle découvrait la dépassait. Eleanor n'avait pas collectionné des cailloux. Elle avait bâti une archive scientifique, une collection complète des gemmes les plus rares de l'Ouest américain, chacune étudiée, décrite, préservée avec une précision digne des plus grands musées. « C'est joli », dit Harper en se hissant sur la pointe des pieds. « Je peux en tenir une. » Très prudemment, murmura Maya, la voix étranglée. Pendant plus d'1 heure, elles explorèrent les armoires. Derrière chaque vitre, un monde minéral inattendu, des saphirs aux nuances insoupçonnées, des grenats qui brûlaient comme des braises vivantes, du topaz aux teintes de miel ou de vin, de la tourmaline rose, verte, bleue, des opales qui semblaient contenir des arcs-en-ciel entiers. Et ce n'était que la première armoire. 12 autres attendaient, tout autour de la pièce. Les mains fébriles, Maya sortit son téléphone. Elle photographia tout, les pierres, les étiquettes, les instruments.
Puis elle chercha, valeur saphir Yogo, gemmes rares américaines, collection géologique, prix du carat. Ce qu'elle découvrit la fit chanceler. Une seule pierre de la qualité des saphirs Yogo pouvait valoir plusieurs milliers de dollars, par carat. Les aiguemarines du mont Antero étaient parmi les plus prisées au monde, des pièces que les musées ne mettaient presque jamais en vente. Les grenats étoilés de l'Idaho, surtout ceux présentant le phénomène de 4 rayons, étaient d'une rareté exceptionnelle. Et Eleanor en avait des centaines. Peut-être des milliers. Maya déposa son téléphone et contempla Harper, absorbée par une tourmaline rose qu'elle tournait sous la lumière. « Mon amour, chuchota Maya. Je crois que ta grande-tante nous a laissé quelque chose de très, très précieux. » Mais ce qu'elle ignorait encore allait tout bouleverser, les convoitises réveillées, les menaces invisibles, et l'épreuve qui l'attendait à elle, une mère brisée par la trahison, désormais dépositaire d'un trésor que certains traquaient depuis 70 ans. La troisième porte était la plus grande, la plus épaisse, recouverte d'une gangue de glace qui semblait soudée à la montagne. Maya travailla pendant 3 heures, la respiration brûlante, les doigts engourdis, animée d'une urgence nouvelle. Maintenant qu'elle comprenait ce qu'Eleanor avait protégé, elle devait savoir ce qui se trouvait derrière cette dernière barrière. Quand la dernière plaque de glace céda, la lumière du soir glissa dans l'embrasure. La porte ne donnait pas sur une pièce, mais sur un tunnel taillé dans la roche, descendant en pente douce dans les entrailles de la montagne. Des marches parfaitement lissées menaient vers l'ombre. Maya attrapa une lampe torche parmi leurs provisions et s'avança, Harper cramponné à sa veste. Le tunnel s'enfonçait sur 10 mètres, peut-être plus, creusé avec une précision qui laissa Maya stupéfaite. Au bout, il débouchait sur une vaste chambre souterraine qui la cloua sur place. L'espace était immense, 12 mètres de large, 6 mètres de haut. Le plafond avait été renforcé par des poutres de bois massives. Mais ce qui fit battre son cœur plus fort, c'était ce que la chambre abritait. Des vitrines. Des dizaines. Peut-être 50. Toutes en verre épais et en bois poli, éclairées par un système d'éclairage qui fonctionnait encore malgré les décennies. Et dans ces vitrines, un musée entier. Une exposition minéralogique d'une telle ampleur qu'elle aurait pu appartenir à la Smithsonian Institution ou au Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Chaque gemme reposait sur un support, accompagné d'une fiche descriptive détaillée, origine, année de découverte, composition, particularités, circonstances exactes de collecte. Eleanor avait tout documenté, avec la rigueur d'une scientifique et la passion d'une femme qui aimait profondément ce qu'elle étudiait. Maya déambulait, hébétée. Un saphir gros comme une prune, d'un bleu si profond qu'on aurait dit un fragment de ciel nocturne. Une aiguemarine massive, dont les nuances passaient du bleu pâle au bleu vert selon l'angle de la lampe. Des grenats allant du rouge sombre au violet, jusqu'à un vert lumineux qu'elle n'aurait jamais cru possible. Du topaze couleur or impériale. Des opales noires du Nevada, où scintillaient des galaxies miniatures. Devant chaque vitrine, Maya ressentait la même chose, un mélange d'admiration, d'effroi, de gratitude, et la sensation écrasante que sa vie venait de changer pour toujours. Eleanor n'avait pas seulement laissé une maison. Elle avait laissé un héritage scientifique, historique, culturel et un trésor inestimable. Un trésor pour lequel, dans l'ombre, certains étaient prêts à tout. Et maintenant, ce trésor appartenait à Maya. Dans le centre de la vaste chambre souterraine trônait un bureau massif, sculpté dans un bois sombre patiné par le temps. Sur sa surface reposait un livre relié de cuir, différent des journaux découverts à l'étage. Celui-ci portait un titre sobre, presque solennel, Inventaire de la collection. Maya l'ouvrit avec des mains qui tremblaient malgré elle, comme si elle touchait à quelque chose de sacré. À l'intérieur, chaque spécimen était méticuleusement répertorié, dimension, poids, type minéralogique, lieu d'origine, date d'acquisition, estimation financière. Une vie entière de rigueur et de précision couchée sur papier. Les dernières annotations dataient de 1998. À l'époque déjà, les valeurs étaient impressionnantes, plusieurs milliers, parfois des dizaines de milliers de dollars par pièce. Mais ce fut la note inscrite tout au fond, sur la dernière page, qui fit vaciller Maya. Astérisque astérisque, total de la collection. 347 spécimens primaires. 1236 spécimens secondaires. Documentation complète, photographie, analyse, relevé géologique. Valeur estimée en 1998, 18 400 000 dollars. Valeur actuelle, ajustée selon la rareté et l'appréciation du marché, probablement plus de 45 millions de dollars.
Cette collection représente 37 années de travail à travers 12 États. C'est l'inventaire privé de gemmes américaines le plus complet jamais rassemblé. Il appartient à la personne qui saura le protéger, l'étudier, un jour, le partager avec le monde, pas à celui qui voudrait l'enfermer pour en tirer profit. Astérisque. Maya se laissa tomber lourdement dans la chaise en bois derrière le bureau. 45 millions de dollars. Le nombre n'avait aucun sens pour elle. Il paraissait irréel, abstrait, presque ridicule dans son immensité. Quelques heures plus tôt encore, elle s'inquiétait de ses 600 dollars de loyer en retard, des 800 dollars de taxes foncières qui la terrifiaient, de la façon dont elle paierait les repas de sa fille la semaine suivante. Et voilà qu'Eleanor lui avait laissé une fortune à faire vaciller l'esprit. « Mama, est-ce que ça vaut beaucoup d'argent » demanda Harper, le visage collé contre une vitrine éclairée. « Oui, mon cœur » murmura Maya, la voix étranglée. « Beaucoup. Plus que ce qu'on peut imaginer. » La petite se tourna vers elle, les yeux brillants. « Alors, ça veut dire qu'on peut rester ici ? Qu'on ne doit pas retourner à l'appartement ?» Les larmes montèrent d'un coup dans les yeux de Maya. « Oui, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Oui, on peut rester. Et non, on n'aura plus jamais besoin de retourner là-bas. » Elles passèrent le reste de l'après-midi dans la chambre souterraine. Maya photographiait chaque roche, chaque cristal, chaque formation aux reflets étranges. Elle prenait des notes frénétiquement, essayait d'organiser ses pensées, de comprendre l'ampleur inimaginable de ce qu'elle avait hérité. Ce n'était pas seulement une collection de pierres précieuses. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un héritage, un morceau vivant de l'histoire géologique américaine, le fruit d'une existence entière de recherche, de solitude, d'obstination. Eleanor n'avait pas simplement accumulé des objets rares, elle avait construit un trésor scientifique, un puzzle immense reliant 12 États, 3 décennies d'exploration, et une passion farouche pour la vérité minéralogique. Lorsque les deux montèrent les escaliers de pierre pour regagner la pièce circulaire du rez-de-chaussée, le soleil couchant baignait l'intérieur d'une lumière dorée filtrant par les fenêtres rondes. Quelque chose se transforma alors en Maya. Depuis 8 mois, elle se sentait comme une femme brisée, une victime ballottée par les décisions d'autrui, une mère épuisée à qui la vie avait arraché trop de choses. Elle avait cru être impuissante, condamnée à survivre dans l'ombre de trahison, de dettes, de fatigue. Mais dans la maison d'Eleanor, entourée des traces lumineuses d'une vie vouée à la persévérance, elle réalisa la vérité. Elle n'avait jamais été impuissante. Elle avait traversé l'abandon, la honte, la pauvreté et la peur. Elle avait travaillé 3 emplois pour élever sa fille. Elle avait roulé 900 miles sur un simple acte de foi. Elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais admis. Et désormais, elle avait les moyens de le prouver. Ce soir-là, une fois Harper endormie près du feu, Maya s'assit avec un carnet ouvert devant elle. Elle commença à dresser une liste mentale, puis écrite, sécuriser la maison, changer les serrures, installer un système d'alarme malgré l'isolement. Faire appraiser la collection. Trouver une assurance adaptée. Consulter un avocat spécialisé pour l'aider à comprendre comment gérer des biens d'une telle valeur sans perdre la moitié en taxes. Réfléchir, aussi, à la manière d'honorer fidèlement les volontés d'Eleanor, peut-être en faisant don d'une partie de la collection à un musée, un institut universitaire. Mais tout cela attendrait demain. Ce soir, elle s'autorisait enfin à ressentir quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis des années, l'espoir. Un avenir où elle ne s'épuiserait plus jusqu'à s'effondrer pour survivre. Un avenir où elle pourrait offrir à sa fille sécurité, stabilité, dignité. Elle s'apprêtait à noter une nouvelle tâche lorsqu'un bruit la fit Jeannette. Un grondement d'engin moteur monta du dehors. Quelques secondes plus tard, des phares balayèrent les fenêtres circulaires de la façade. Le cœur de Maya bondit dans sa gorge. Personne ne savait qu'elle était ici. Personne, hormis Richard, l'avocat, et Carole à la station-service. Elle attrapa son téléphone, aucun signal. La montagne avalait toute réception. Le moteur s'éteignit. Une portière claqua. Des pas lourds approchèrent de la porte. Puis 3 coups secs résonnèrent dans la pièce ronde. Maya se redressa lentement, le sang battant contre ses tempes. Elle se plaça instinctivement entre la porte et l'endroit où dormait Harper. « Qui est là » lança-t-elle d'une voix ferme. « Je m'appelle James Whitmore » répondit une voix masculine, polie, posée, presque charmeuse. « Je suis collectionneur de spécimens géologiques. J'ai appris que la propriété d'Eleanor Hartwick avait enfin trouvé un héritier.
J'espérais pouvoir discuter avec vous. Chaque avertissement issu de la lettre d'Eleanor explosa dans l'esprit de Maya. Ils viendront. Ils proposeront de l'argent. Ils mentiront. Ne leur ouvre jamais la porte. Il est tard, répliqua Maya sans bouger. Et je ne vends rien. Je ne vous demande pas de vendre. Seulement de parler. Eleanor et moi étions en correspondance il y a des années. Je dispose d'informations qui pourraient vous être utiles. Revenez demain, dit-elle sèchement. En plein jour. Et téléphonez avant. Un silence tendu. Puis. Mademoiselle Thornton, je pense que vous voudrez entendre ceci. La collection d'Eleanor n'est pas entièrement légale. Certains spécimens proviennent de clans disputés. Des propriétaires légitimes pourraient exiger leur restitution. Je peux vous aider à naviguer ces questions, mais seulement si vous acceptez d'établir une relation de confiance. Les poings de Maya se serrèrent au point d'en blanchir ses phalanges. Elle reconnaissait ce ton. C'était le même que celui de son ex lorsqu'il enveloppait ses menaces de mots doucereux. C'était exactement ce qu'Eleanor lui avait décrit, des menaces déguisées en aide charitable. Partez, dit-elle d'une voix dure. Maintenant. Ou j'appelle le shérif. Vous n'avez pas de réseau ici, répondit James, et cette fois son ton se durcit. J'ai vérifié. Vous êtes très isolé. Ce serait vraiment regrettable si quelque chose arrivait à vous ou à votre fille dans un endroit aussi reculé. La menace était nette comme un coup de couteau. Le sang de Maya se glaça non de peur, mais d'une fureur froide et vibrante qui brûla toute hésitation. La même rage qui l'avait tenue debout durant 8 mois d'humiliation, de nuits blanches, de survie. Ma fille et moi sommes armés, mentit-elle avec une conviction implacable. Et je tire très bien. Vous avez 10 secondes pour retourner dans votre voiture et déguerpir. Sinon je sors avec mon fusil. Puis elle commença à compter. 1. 2. 3. La voix ne tremblait pas, même si la peur déferlait en elle comme une tempête. À 7, les pas se mirent à reculer en hâte. À 9, le moteur vrombit. À 10, les phares s'éloignaient déjà, déchirant la nuit avant de disparaître dans les arbres. Maya resta immobile devant la porte, le cœur martelant ses oreilles. Puis elle se précipita, poussant le canapé, les fauteuils, les meubles lourds contre l'entrée pour dresser une barricade improvisée. Elle vérifia que Harper dormait encore, paisible malgré tout. Elle prit ensuite le pied de biche dans sa caisse à outils et s'assit contre la porte, l'outil serré à 2 mains, les yeux rivés sur l'obscurité. Elle ne dormit pas de la nuit. Elle guetta. Elle respira lentement pour calmer son cœur battant. Et surtout, elle comprit. Les avertissements d'Eleanor étaient réels. Terriblement réels. Il existait des gens prêts à tout pour mettre la main sur ce qui se trouvait dans cette maison. Et désormais, elle n'était plus seulement héritière. Elle était la gardienne. Et elle n'abandonnerait pas. Jamais. L'idée que des inconnus avaient attendu 70 ans pour revendiquer ce trésor restait gravée dans l'esprit de Maya. Ces gens ne la considéraient pas comme une héritière légitime, encore moins comme une femme déterminée. Pour eux, elle n'était qu'un obstacle, une porte verrouillée entre eux et une collection convoitée depuis plusieurs générations. Mais lorsque la longue nuit glaciale céda lentement la place aux premières lueurs pâles de l'aube, quelque chose se transforma en elle. Sa peur, douloureuse et persistante, se mua en une résolution qui vibrait jusque dans ses os. Eleanor avait protégé cette collection pendant des décennies, l'avait dissimulée, défendue, préservée contre des hommes comme James Whitmore. Cette responsabilité, lourde et sacrée, reposait désormais sur les épaules de Maya. Elle pensa à son ex-mari, à ce qu'il lui avait pris, aux mensonges, aux années à la maintenir dans l'ombre. Elle pensa aussi à tous ces hommes qui, tout au long de sa vie, l'avaient sous-estimée, ignorée, considérée comme fragile simplement parce qu'elle était douce. Ils s'étaient tous trompés. Et James Whitmore allait bientôt le découvrir. Lorsque le soleil se leva enfin et inonda de lumière la salle circulaire où elle s'était réfugiée, Maya se redressa lentement, étira ses muscles endoloris et prit une décision qui changea tout. Elle ne fuirait pas. Elle ne vendrait pas. Elle ne se laisserait pas intimider, menacer ou manipuler pour abandonner un héritage qu'Eleanor lui avait confié avec tant de clairvoyance. Elle resterait. Elle lutterait. Et elle protégerait cette collection de toutes ses forces. Pour la première fois de sa vie, Maya Thornton possédait quelque chose qui valait la peine de se battre, quelque chose qui était véritablement à elle. Et personne ni son ex-mari,
ni un collectionneur mystérieux, ni quiconque ne lui enlèverait ce bien précieux. Le lendemain matin, après la visite de James Whitmore, Maya conduisit jusqu'à Red Lodge avec Harper attaché sur le siège passager. Une détermination brûlante battait dans sa poitrine, une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. À l'aube, elle avait feuilleté davantage de journaux d'Eleanor, recollant les fragments d'un récit fait de menaces, de tentatives d'intimidation et de manipulation qui s'étaient étalés sur plusieurs décennies. Eleanor avait tout noté, chaque intrusion, chaque proposition douteuse, chaque visage venu rôder autour de la propriété. Et un nom revenait sans cesse, obstiné, inquiétant. Whitmore. Pas James. Son père, Thomas Whitmore, qui poursuivait déjà Eleanor depuis 1953. Le même homme qu'elle évoquait dans ses journaux, celui qui s'auto-proclamait collectionneur, mais qui n'était, en réalité, qu'un voleur déguisé en gentleman. L'obsession était devenue une sorte d'héritage tordu, transmis de père en fils comme une malédiction de famille. La première halte de Maya fut le bureau du shérif, un petit bâtiment de briques sur Main Street qui semblait n'avoir pas changé depuis les années 1970. Le shérif, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard doux et au visage buriné par les années, se présenta comme Robert Shen. « Je dois signaler une menace », dit Maya en prenant place face à son bureau, tandis que Harper coloriait calmement près de la fenêtre. « Un homme nommé James Whitmore est venu chez moi hier soir, après la tombée de la nuit, sans y être invité. Il m'a menacé, moi et ma fille, lorsque j'ai refusé de parler de la collection de ma grand-tante. » Le visage de Shen passa de la simple curiosité à la préoccupation. « Qu'a-t-il dit exactement ?» Maya répéta la scène mot pour mot. Elle y avait tant pensé durant la nuit blanche que chaque syllabe était gravée dans sa mémoire. Lorsque son récit prit fin, le shérif s'adossa à son siège et poussa un long soupir. « Les Whitmore ? Je m'en doutais. Votre grand-tante Eleanor avait obtenu une ordonnance restrictive contre Thomas Whitmore en 1996. Il l'a violée 2 fois avant de finalement mourir en 2008. J'espérais que son fils serait plus raisonnable. » Il marqua une pause, puis reprit. « Vous savez que votre grand-tante possédait quelque chose de précieux. Tout le monde en ville le savait. Personne ne connaissait l'étendue exacte de la collection, mais les Whitmore rôdent autour de cette propriété depuis 50 ans. Thomas a tout essayé, des procès prétendant qu'Eleanor avait volé des spécimens, des tentatives d'achat du terrain à travers des sociétés écrans, même des fausses revendications de droits miniers. Eleanor a résisté, mais ça lui a coûté cher, en frais juridiques, en système de sécurité, en solitude. Elle a payé le prix fort pour protéger ce qu'elle possédait. Un élan de solidarité traversa Maya, un lien silencieux avec cette tante qu'elle n'avait presque pas connue. Elles avaient toutes deux affronté des hommes persuadés qu'ils pouvaient prendre ce qui ne leur appartenait pas. « Que puis-je faire » demanda-t-elle. « Déposer une plainte officielle. Je vais tout documenter. Je peux augmenter les patrouilles autour de votre propriété, mais je préfère être honnête, nous sommes un petit service, et votre maison est très isolée. La meilleure solution est de renforcer votre sécurité. Ne restez jamais seul là-haut et notez absolument tout. Si Whitmore revient, appelez-moi immédiatement. Je n'ai pas de réseau là-haut. Alors procurez-vous un téléphone satellite. Je peux vous recommander une compagnie. Ce n'est pas donné, mais dans votre situation, c'est indispensable. » Maya le remercia et quitta le bureau, partagé entre soulagement et terreur. La menace était réelle, imminente, et elle était presque seule pour y faire face, avec une fillette de 8 ans dépendante d'elle. Sa seconde halte fut la bibliothèque municipale, un splendide bâtiment en pierre, debout depuis plus d'un siècle. La bibliothécaire, une femme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, se présenta sous le nom de Margaret. « Vous êtes la petite-nièce d'Eleanor. J'ai appris votre arrivée. Je suis désolé pour votre perte. Eleanor était une femme remarquable. Vous la connaissiez bien ? Aussi bien qu'on pouvait connaître Eleanor. Elle venait une fois par mois pour acheter des provisions et emprunter des livres. Nous parlions de géologie, de montagne, d'histoire. Elle avait une intelligence vive, rare, inoubliable. » Elle s'interrompit, le regard durci. Elle avait aussi des ennemis. Je suppose que vous avez déjà rencontré l'un d'eux. James Whitmore est venu chez moi hier soir. Margaret secoua la tête, furieuse. Évidemment. Tel père, tel fils. Eleanor disait que les Whitmore étaient l'incarnation de ce qu'il y a de pire dans le milieu des collectionneurs, la cupidité avant la connaissance, la possession avant la préservation,
le profit avant le partage. Il voulait enfermer sa collection dans un coffre privé. Elle voulait qu'elle serve à éduquer. J'ai trouvé des journaux, des centaines. Elle a tout documenté, mais je ne comprends pas tout. J'espérais trouver ici des ressources sur la géologie, les gemmes, ou les protections légales de ce genre de collection. Un sourire éclaira le visage de Margaret. J'ai mieux. Suivez-moi. Elle conduisit Maya dans une salle d'archives locale. Là, elle sortit une boîte étiquetée Hartwick. Eleanor a commencé à donner des copies de ses recherches dans les années 1980. Elle disait que si quelque chose lui arrivait, il devait rester une trace publique de son travail. Vous trouverez ici des cartes, des relevés, des photos de spécimens, même des échanges de lettres avec des géologues et des conservateurs de musées. Maya resta pétrifiée devant les 5 boîtes. Les larmes lui montèrent aux yeux. Eleanor avait anticipé. Elle avait bâti une protection pour quelqu'un qu'elle n'était même pas certaine de rencontrer un jour. Et ceci aussi. Margaret sortit une enveloppe scellée portant le nom de Maya. Elle l'a déposée il y a 3 ans. Elle m'a dit, si quelqu'un portant ce nom arrive un jour, donne-lui cette lettre. Maya accepta l'enveloppe, tremblante. Elle le savait. Elle avait su qu'un jour, Maya viendrait. Plus tard, assise dans sa voiture pendant que Harper mangeait un sandwich, Maya ouvrit la lettre. Ma chère Maya. Si tu lis ceci, c'est que Margaret t'a remis cette enveloppe, et que tu commences à comprendre ce que tu as hérité et ce que cela implique. La collection est d'une valeur inestimable, mais pas seulement en termes financiers. Elle raconte une histoire, celle de l'Ouest américain, celle de roches formées il y a des millions d'années, celle du savoir transmis. Elle mérite d'être protégée, étudiée, et un jour partagée avec le monde. Mais sache que les Whitmore tenteront de la reprendre. Thomas a essayé pendant 43 ans. Son fils James s'y emploiera aussi. C'est pourquoi j'ai préparé ce qui suit. Contacte mon avocate personnelle, Elena Reeves, à Billings. Pas Richard Caldwell, qui a géré la succession, mais Elena. Elle possède des documents et des protections légales que j'ai mises en place il y a longtemps. Elle connaît tout et te guidera. Tu auras aussi besoin d'expertise. La docteure Sarah Chen, à l'Université du Montana, fut mon étudiante. Elle est aujourd'hui l'une des meilleures gémologues du pays. Je lui ai parlé de la collection, elle t'aidera à authentifier et documenter chaque pièce. Enfin, fais-toi confiance. Fais confiance à ton instinct. La collection t'a choisi autant que je t'ai choisi. La maison, la glace, la manière dont les choses se sont révélées à toi, rien de tout cela n'était un hasard. Tu es faite pour en être la gardienne. Avec foi en ta force. Eleanor. Maya relut la lettre 2 fois, bouleversée. Dans l'enveloppe se trouvaient aussi des numéros de téléphone, des adresses, des notes détaillées expliquant qui contacter, et pourquoi. Même depuis l'au-delà, Eleanor la protégeait encore. Elle prit une grande inspiration, sortit son téléphone, et appela Elena Reeves. Une voix professionnelle répondit immédiatement. J'attendais votre appel, Maya. Eleanor a créé un fonds fiduciaire spécialement pour couvrir toutes les dépenses juridiques liées à la protection de la collection. Vous disposez de 500 000 $ pour engager des avocats, installer de la sécurité, financer la documentation ou tout ce dont vous aurez besoin. Et avant que vous ne vous inquiétiez des impôts ou des complications, sachez qu'Eleanor a réglé tout cela il y a des décennies. Maya ferma les yeux, submergée. Elle n'était plus seule. Elle ne l'avait jamais été. Eleanor avait tracé la route pour elle, pierre après pierre, comme on pave un chemin destiné à être retrouvé. Et maintenant, c'était à elle d'avancer. La nouvelle tomba comme un souffle venu d'un autre monde, la collection n'était pas simplement un héritage matériel, mais un trésor placé dans un trust éducatif dont Maya devenait la seule administratrice. Cela signifiait qu'elle bénéficiait de protections fiscales considérables, mais plus encore, que tout ce qui concernait cette collection passait désormais par elle, qu'elle en était la gardienne légale et morale. Lorsqu'Elena évoqua la somme disponible 500 000 $ pour assurer la préservation, la sécurité et les démarches à venir, la voix de Maya se brisa. Elle n'arrivait pas à imaginer qu'Eleanor ait pensé à ce point à tout, même aux obstacles qu'elle-même n'avait pas encore eu le temps d'anticiper. Eleanor était méticuleuse. Elle savait que rien ne serait simple pour celle qui reprendrait son flambeau. Elena lui demanda si elle pouvait venir à Billings dès le lendemain, car il y avait une montagne de documents à examiner et à signer. Maya accepta, encore hébétée, et raccrocha avant de rester un moment immobile,
la tête bourdonnante. En moins d'une journée, elle était passée du sentiment d'être seule face à l'inconnu à la découverte qu'elle bénéficiait d'un réseau entier de soutien patient, solide, minutieusement construit par Eleanor au fil des décennies. Le lendemain matin, elle prit la route avec Harper pour les 2 heures de trajet jusqu'à Billings. Le bureau d'Elena se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, vaste, lumineux, imprégné d'une énergie de compétence et de détermination. L'avocate, une femme d'une 50aine d'années dans un tailleur impeccablement ajusté, dégageait une assurance qui laissait penser qu'elle n'avait jamais perdu une affaire dans laquelle elle avait investi son cœur. Eleanor a été l'une de mes premières clientes, en 1989, expliqua Elena en les installant dans une salle de conférence élégante. Elle m'a engagé pour créer un système légal qui protégerait la collection contre toute contestation. Nous avons établi le trust éducatif, déposé l'ensemble des documents auprès de toutes les autorités concernées, et construit une traçabilité irréprochable, pièce par pièce. Pas un seul spécimen ne peut être remis en question. Maya mentionna les affirmations de James Whitmore, qui prétendait que certains spécimens provenaient de concessions disputées. Elena eut un sourire froid, tranchant comme une lame. James Whitmore ment. Son père racontait exactement les mêmes choses il y a des décennies, et nous avons gagné chaque bataille en justice. La vérité, c'est que leur famille a eu l'occasion d'acquérir certains de ces spécimens, mais ils n'en ont pas perçu la valeur. Eleanor, elle, oui. Elle avait la connaissance, la patience et l'intégrité nécessaires pour bâtir quelque chose d'extraordinaire. Les Whitmore ne sont que des héritiers aigres qui regrettent d'avoir méprisé ce qu'ils n'étaient pas capables de reconnaître. Maya inspira profondément. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, répondit Elena avec une précision presque militaire, nous passons à l'offensive. Elle annonça qu'elle déposait une demande d'ordonnance restrictive contre James Whitmore et qu'elle envoyait des mises en demeure à tous les collectionneurs ou marchands qui rôdaient autour de la propriété. Ensuite, elle souhaitait entreprendre une documentation scientifique complète pour authentifier chaque pierre, afin qu'aucun doute ne puisse subsister quant à leur provenance ou leur valeur. Elle glissa alors un épais dossier vers Maya. À l'intérieur, les documents du trust, les assurances, des lettres de conservateurs de musées intéressés par d'éventuels prêts, les rapports d'authentification des années 1980 et 1990, les registres manuscrits d'Eleanor. Eleanor a consacré 50 ans à créer un dossier légal et scientifique incontestable. Tu ne pars pas de rien, Maya. Tu t'appuies sur un monument qu'elle a construit avec patience, soin et amour. Les larmes commencèrent à couler sans qu'elle puisse les arrêter. Pourquoi, murmura-t-elle. Pourquoi a-t-elle fait tout ça pour moi? Elle me connaissait à peine? Elena adoucit sa voix. Elle te connaissait mieux que tu ne le crois. Elle a suivi sa famille de loin, discrètement. Elle savait ce que tu avais traversé, la trahison de ton ex-mari, les sacrifices pour ta fille, ta force silencieuse. Elle s'est vue en toi une femme sous-estimée, ignorée, obligée de se battre pour chaque parcelle de vie qu'elle avait. Et elle a voulu t'offrir ce qu'on ne lui a jamais donné, un soutien, des ressources, une manière de riposter. Elles passèrent 4 heures à examiner les documents, à signer, à planifier. Lorsque Maya quitta le bureau, elle avait un dispositif de sécurité en cours d'installation dans la maison, une procédure judiciaire engagée, et un rendez-vous fixé avec la géologue Dr Sarah Chen pour débuter l'authentification complète de la collection. Et surtout, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu. L'espoir. Un espoir solide, concret, qui lui donnait la sensation qu'elle pouvait réussir, protéger cet héritage, et même bâtir quelque chose qui lui appartiendrait en propre. Mais cet espoir fut mis à l'épreuve 2 jours plus tard lorsqu'elle reçut une lettre transférée depuis son ancienne adresse à Denver. Elle venait de l'avocat de son ex-mari. La lettre affirmait que, puisque leur divorce n'était pas encore finalisé, il estimait avoir droit à la moitié de tout ce qu'elle avait acquis durant le mariage, y compris cet héritage. Il menaçait de faire geler tous les actifs jusqu'à décision du tribunal. Maya lut la lettre 3 fois, sentant chaque mot attiser une rage froide et brûlante. Il osait. Après l'avoir détruite émotionnellement, après l'avoir laissée seule avec les dettes et l'humiliation, il revendiquait désormais la moitié de ce qu'Eleanor avait protégé pendant 70 ans. Elle appela Elena, incapable de garder le téléphone sans trembler. « Respire », dit l'avocate d'une voix calme après qu'elle lui eut lu la lettre. C'était prévisible. Les parasites apparaissent toujours lorsqu'il y a quelque chose à prendre. Mais il ignore l'essentiel, cet héritage n'est pas à toi. Tu ne possèdes rien personnellement. Tu es la gestionnaire d'un trust. Tu ne détiens aucun actif.
Il n'a rien à réclamer. Absolument rien. Tu es sûr? Absolument. Eleanor a conçu tout cela précisément pour empêcher ce genre d'attaque. Ton ex-mari n'a aucune légitimité. Nous allons répondre et étouffer cette tentative ridicule. S'il insiste, nous lui ferons accumuler des frais juridiques qu'il ne pourra jamais payer. Tu es protégée, Maya. Mais la lettre avait éveillé quelque chose en elle. Durant 8 mois, elle avait fui l'ombre de son ex-mari, laissant son traumatisme la définir. Mais désormais, avec l'héritage d'Eleanor entre les mains, elle comprenait que quelque chose avait basculé. Elle n'était plus une victime. Elle était une gardienne. Une femme avec une mission, des ressources, des alliés. Elle avait fini de courir. Ce soir-là, quand Harper fut endormi, Maya s'assit près du feu et reprit les journaux d'Eleanor. L'un d'eux, daté de décembre 1998, la fit frissonner. Eleanor y écrivait qu'elle venait d'apprendre le retour de son cancer, il lui restait, pensait-on, 5 années tout au plus. Elle parlait de solitude, mais aussi de legacy, de transmission. Elle avait tout préparé légalement, mais elle réalisait que la collection avait besoin davantage qu'un cadre juridique, elle avait besoin d'une âme qui la comprendrait. Maya tourna la page, le cœur serré. Eleanor évoquait sa famille, ses souvenirs, ses déceptions, mais surtout une fillette rencontrée 2 fois, Maya. Elle décrivait sa curiosité, sa détermination, sa façon de poser des questions profondes. Et elle écrivait qu'elle avait suivi sa vie de loin, par des cartes de vœux, puis des archives publiques, découvrant qu'elle travaillait 3 emplois pour financer ses études. Elle est du genre à ne jamais abandonner, écrivait Eleanor. Si je suis encore en vie dans 20 ans, peut-être comprendra-t-elle ce que signifie protéger quelque chose de précieux. Peut-être sera-t-elle celle qui pourra reprendre ce que j'ai construit. Mais je dois préparer le terrain. Parce que les Whitmore n'abandonneront jamais. Ils verront une jeune femme fragile. Ils penseront pouvoir l'écraser. Ils se tromperont. Mais elle aura besoin d'aide pour le leur prouver. En refermant le journal, Maya éclata en sanglots silencieux. Eleanor l'avait choisie il y avait 25 ans. Elle avait cru en elle bien avant que Maya ne croie elle-même en sa propre valeur. Et cette fois, ce regard posé sur elle, transformait tout. La semaine suivante apporta une agitation nouvelle. La docteure Sarah Chen arriva avec 2 étudiants et tout le matériel nécessaire pour l'authentification. Ils passèrent 3 jours entiers dans la salle souterraine, à photographier, mesurer, scanner. Le 3e soir, Sarah s'assit près du feu, épuisée mais émerveillée. Cette collection dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, dit-elle d'une voix lente. J'ai travaillé dans les plus grands musées, pour des universités, dans des collections privées. Je n'ai jamais vu un ensemble pareil. L'ampleur, la qualité, l'histoire, la documentation. Eleanor a créé un trésor national. Certaines pièces devraient être exposées au Smithsonian. Elle évoqua un saphir du Montana, gigantesque, placé au centre de la vitrine principale. Le plus bel exemplaire que j'ai jamais vu. Sa valeur pourrait dépasser 3 millions de dollars. Et toute la collection, 60 millions, au bas mot. Peut-être davantage. Certaines pièces sont uniques au monde. Scientifiquement inestimables. D'une beauté inimaginable. Maya sentit sa gorge se serrer. Elle n'arrivait pas à concevoir une telle immensité. Que dois-je en faire, demanda-t-elle d'une voix faible. Sarah la regarda avec douceur. Tu n'as pas à décider maintenant. Cette collection est protégée. Elle est entre de bonnes mains. Un jour, tu envisageras peut-être de la prêter à un musée, de créer un programme éducatif, peut-être même une fondation à ton nom. Eleanor voulait que cette collection serve à apprendre, à comprendre, à émerveiller. Cela viendra en son temps. Pour l'instant, protège-la. Aime-la comme Eleanor l'a aimée. Et laisse-la trouver sa place dans ta vie. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Maya se sentit non seulement à la hauteur, mais prête. Prête à combattre. Prête à protéger. Prête à devenir celle qu'Eleanor avait toujours su qu'elle pouvait être. Cette nuit-là, Maya se tenait seule dans la vaste chambre souterraine, enveloppée d'un silence presque sacré. Sa lampe torche découpait l'obscurité par un faisceau tremblant qui glissait sur les vitrines, accrochant des éclats de lumière sur des merveilles nées des entrailles de la terre, façonnées par des millions d'années de pression, de chaleur et de ténèbres. Chaque pierre semblait respirer une mémoire ancienne. Chaque nuance minérale murmurait une histoire oubliée.
Elle pensa à Eleanor. À cette femme solitaire, obstinée, courageuse jusqu'à l'épuisement. À toutes ces années où elle avait lutté sans relâche pour protéger ce trésor, où elle avait tenu tête à des hommes déterminés à s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas. Elle pensa à la solitude, au sacrifice silencieux, à l'infatigable vigilance qu'il fallait pour préserver un héritage que personne ne comprenait, que personne ne respectait vraiment, sauf elle. Puis, ses pensées glissèrent vers sa propre histoire, les trahisons qui avaient marqué son corps et son esprit, les années de pauvreté, les nuits d'insomnie, le combat incessant pour survivre quand tout semblait vouloir la briser. Elle repensa aux 900 miles avalés avec une voiture fatiguée et une enfant endormie à l'arrière, portée seulement par le mélange fragile d'espoir et de désespoir. À ces portes gelées qu'elle avait dû forcer, à ces secrets surgissant de la glace comme une vérité enfouie depuis trop longtemps. Peut-être, pensa-t-elle, peut-être qu'elle avait été choisie pour quelque chose qui la dépassait entièrement. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs dissipèrent la nuit, Carol, la femme de la station-service, arriva devant la maison avec un sac de provisions fraîches. Derrière elle, un petit convoi se forma, Margaret, la bibliothécaire, le shérif Chen, une femme énergique se présentant comme présidente de la société historique locale, puis 3 habitants que Maya n'avait jamais rencontrés. « On a entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'un coup de main », dit simplement Carol. Eleanor était l'une des nôtres, même si elle vivait à l'écart. Et maintenant tu es l'une des nôtres aussi. On ne laisse pas les étrangers venir marcher sur nos gens. Ils passèrent la journée entière à l'aider, isoler correctement la maison avant l'hiver, installer un système de sécurité, dégager les broussailles autour de la propriété pour augmenter la visibilité. Ils apportèrent de la nourriture, des outils, des couvertures, mais surtout, quelque chose d'inestimable, la communauté. Les Whitmore croient que l'argent et les menaces peuvent tout acheter, lança le shérif Chen en serrant des câbles. Mais ils ne comprennent rien à cette ville. On a protégé la tranquillité d'Eleanor pendant 70 ans. On protégera la tienne aussi. Lorsque le soleil disparut derrière les montagnes et que ses nouveaux voisins rentrèrent chez eux, Maya resta debout devant la porte ronde, Harper à ses côtés. Elles observèrent les phares s'éloigner sur la route sinueuse. Pour la première fois depuis l'abandon brutal de son ex-mari, pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, Maya ne se sentit plus seule. Elle se sentit entourée, soutenue, reconnue. Elle se sentit enfin comme quelqu'un qui méritait d'être protégé, quelqu'un qui valait la peine qu'on se batte pour elle. Cette nuit-là, elle écrivit une lettre qu'elle ne posterait jamais, mais qu'elle devait écrire pour libérer quelque chose en elle. Chère Eleanor. Je commence à comprendre. Ce que tu as fait. Ce que tu as sacrifié. Ce que tu as construit. Je commence à comprendre pourquoi tu m'as choisi, même si je ne me sens pas encore à la hauteur. Mais je te le promets, je ne laisserai personne détruire ce que tu as protégé toute ta vie. Ni les Whitmore, ni mon ex-mari, ni personne d'autre. Je me battrai avec ta méthode, avec des preuves, la vérité, et le soutien de ceux qui croient en quelque chose de plus grand que l'argent. Merci d'avoir vu en moi quelque chose que je n'avais jamais su y trouver. Merci d'avoir cru que je pouvais être forte. J'espère te prouver que tu avais raison. Avec toute ma gratitude. Maya. Elle plia la lettre avec soin et la glissa entre les pages d'un des journaux vides d'Eleanor, ajoutant sa propre voix à la longue chaîne de femmes qui avaient choisi de consigner la vérité plutôt que de la laisser disparaître. Elle comprenait désormais que tout cela dépassait largement une simple collection de gemmes. Il s'agissait d'héritage. De résistance. De femmes qui refusaient d'être effacées, volées ou intimidées. Il s'agissait de protéger la beauté, la connaissance et la vérité contre ceux qui n'y voyaient qu'un profit possible. Et maintenant, c'était son tour. L'ordonnance restrictive contre James Whitmore fut approuvée en moins d'une semaine. Mais Maya savait que cela ne suffirait pas. Des hommes comme James ne respectaient pas les lois, ils ne respectaient que le pouvoir. Et dans leur monde, le pouvoir se mesurait à l'argent, aux relations, à la capacité de se salir les mains sans jamais en payer le prix. Maya, elle, apprenait à jouer un autre jeu. Un jeu où le pouvoir se construisait avec des preuves, une communauté soudée, et la détermination tenace qui avait permis à Eleanor de tenir tête aux Whitmore pendant cette décennie. La confrontation arriva un matin glacé de fin avril, exactement 3 semaines après que Maya eut ouvert les portes gelées pour la première fois. Elle se trouvait dans la chambre souterraine avec la professeure Sarah Chen et ses étudiants, photographiant un spécimen exceptionnel d'agate du Montana, lorsque l'alarme retentit, stridente, déchirant le silence. Son cœur se figea. Harper était à l'étage, penché sur ses devoirs.
Maya bondit vers l'escalier de pierre, remonta les marches deux par deux, la professeure juste derrière elle. Lorsqu'elles débouchèrent dans la pièce circulaire, elles virent Harper collé contre le mur du fond, les yeux agrandis par la peur. Par les fenêtres rondes, Maya aperçut 3 SUV noirs garés dans la clairière. Et devant la porte, frappant si fort que le bois tremblait, se tenait James Whitmore. « Je sais que tu es là, Maya », lança-t-il d'un ton faussement aimable qui glaça immédiatement le sang de la jeune femme. « Nous devons parler. J'ai en ma possession des documents prouvant que plusieurs de tes spécimens ont été prélevés illégalement sur des terres fédérales. Le Bureau of Land Management s'intéresse beaucoup à cette affaire. » La menace était claire. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui faisait trembler les mains de Maya. C'était la colère. Elle saisit le téléphone satellite que le shérif lui avait aidé à obtenir et le composa en marchant vers la porte. Elle ne l'ouvrit pas, ne déverrouilla rien. Elle parla à travers le bois épais. Le Bureau of Land Management n'a aucun intérêt ici. Chaque pièce a été acquise légalement, avec une documentation complète couvrant 43 années. Mais tu sais ce qui intéresse les enquêteurs fédéraux? Les hommes qui violent des ordonnances restrictives et déposent de faux rapports. Le shérif Chen arrive. Si j'étais toi, je partirais. Tu fais une grave erreur, répondit James, et cette fois son masque se fendit. Tu n'es qu'une mère célibataire fauchée qui a eu un coup de chance. Tu n'as aucune idée de ce que tu affrontes. Ma famille collecte depuis 4 générations. Nous avons l'argent, les relations, des avocats qui ridiculiseront ta petite avocate de province. Tu ne peux pas gagner. Si, dit Maya, étonnée de la stabilité de sa propre voix. C'est déjà fait. Eleanor a passé 70 ans à battre ton père. J'ai sa documentation, son équipe juridique, et quelque chose que ta famille n'a jamais eu, du respect pour ce que représentent ces pierres. Ce ne sont pas des trophées. Ce sont des trésors scientifiques destinés à être étudiés et partagés. Naïve, cracha James. Le monde ne tourne pas autour de la science. Tout tourne autour de l'argent, de la propriété, du pouvoir. Et toi, tu n'en as aucun. En réalité, intervint calmement la professeure Chen en s'avançant, elle a le soutien du département de géologie de la Montana State University, de la division de minéralogie du Smithsonian, et du Gemological Institute of America. J'ai déjà informé chacune de ces institutions. Nous sommes prêts à annoncer publiquement l'existence de cette collection et l'héritage remarquable d'Eleanor Hartwick. Je suis certaine que la presse se fera un plaisir d'examiner chaque mot que vous avancerez. Au loin, des moteurs grondaient. Le shérif Chen surgit entre les arbres, suivi de 2 autres véhicules. Il descendit lentement, sa main reposant près de son arme, et s'avança vers les SUV noirs. « James Whitmore !» cria-t-il. « Vous violez une ordonnance restrictive. 2 choix, partez immédiatement et je considère ceci comme un avertissement, ou refusez, et je vous arrête pour intrusion criminelle et harcèlement. Et je vous signale que tout est enregistré. Le système de sécurité de Miss Thornton est très complet. » James hésita, les muscles de sa mâchoire se contractant. Puis il tourna les talons et regagna son véhicule sans un mot. Les 3 SUV s'éloignèrent lentement, mais Maya savait, à la manière dont ils roulèrent délibérément, que ce départ n'était qu'un repli provisoire. Quand le silence retomba sur la montagne, elle comprit quelque chose de fondamental. Elle avait tenu bon. Elle avait affronté l'homme qui avait terrorisé Eleanor pendant des décennies. Et elle avait gagné non par la violence, mais par la préparation, la vérité, et l'appui d'une communauté qui croyait en elle. Le shérif rejoignit la porte. Elle l'ouvrit, les mains encore tremblantes. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Maya. Et pour la première fois, ce n'était pas un mensonge. « Nous allons bien. » Il hocha la tête. « Parfait. Parce que cet enregistrement part directement chez le procureur du comté. Whitmore vient de commettre une erreur très coûteuse. » Une fois le shérif parti, Maya s'effondra sur la chaise près de la table et serra Harper contre elle. La fillette tremblait, essayant de rester courageuse comme seuls savent le faire les enfants qui ne veulent pas montrer qu'ils ont peur. « J'ai eu si peur, maman, » murmura Harper. Cet homme avait l'air si méchant. « Je sais, mon cœur. Mais il est parti. Et il ne reviendra pas. » Comment tu le sais? Parce que nous ne sommes plus seuls. Parce que nous avons des amis, des gens qui se soucient de nous, des gens qui comprennent que ce que nous protégeons est important. Et ça nous rend plus fortes que lui.
Cette nuit-là, une fois Harper endormi, Maya s'assit près du feu avec la professeure Chen. La géologue avait décidé de rester quelques jours de plus pour aider à documenter la collection, et peut-être aussi parce qu'elle s'inquiétait pour Maya. Mais Maya, pour la première fois depuis très longtemps, ne se sentait plus menacée. Elle se sentait prête. Prête à défendre cette maison. Prête à protéger cet héritage. Prête à affronter ceux qui pensaient pouvoir la réduire au silence. Parce qu'elle n'était plus la femme brisée qui avait traversé le pays dans une voiture en fin de vie. Elle était l'héritière d'Eleanor Hartwick. Et désormais, elle savait exactement ce que cela signifiait. Sarah la regarda longuement, une admiration franche dans les yeux. Tu t'en es sorti de façon remarquable. Beaucoup de gens se seraient effondrés sous une telle pression. Maya inspira doucement. J'ai eu de la pratique, répondit-elle d'une voix basse. Mon ex-mari a passé des mois à essayer de me faire croire que je n'avais aucune valeur, que je n'existais qu'à travers lui. Il m'a piétinée, vidée, réduite à une ombre. Et je l'ai cru, un temps. Mais aujourd'hui, debout dans cet endroit qu'Eleanor a créé, entouré de ce qu'elle a protégé toute sa vie, je sais qu'il avait tort. Je n'ai jamais été impuissante. Je n'avais simplement pas encore trouvé ma raison d'être. Sarah acquiesça doucement avant de poser la question qui tournait dans l'air depuis des jours. Et qu'est-ce que tu comptes faire de la collection, sur le long terme? Maya avait ruminé cette question à chaque instant libre, en rangeant la maison, en jouant avec Harper, en se promenant dans la chambre souterraine où reposaient des merveilles plus anciennes que les civilisations humaines. Elle avait caressé ces pierres comme on effleure une histoire vivante. Je veux créer quelque chose dont Eleanor serait fière, dit-elle enfin. Pas une collection privée enfermée au fond de la terre, et pas non plus un simple don qui finirait oublié dans les réserves d'un musée. Je veux bâtir ici, sur ce terrain, un centre éducatif. Un lieu où les étudiants pourraient apprendre, où les chercheurs pourraient travailler, où le public pourrait découvrir ce qu'Eleanor a passé sa vie à rassembler. Je veux un endroit vivant, vibrant, un lieu qui signifie quelque chose. Les yeux de Sarah s'illuminèrent. Un centre de recherche, et un musée en même temps. Avec les documents d'Eleanor, les spécimens, et cet emplacement unique. Maya, ce serait extraordinaire. L'université Montana State serait prête à collaborer. On pourrait obtenir des programmes de recherche, du financement, un encadrement scientifique. Ce serait un modèle pour la manière dont une collection privée peut devenir un bien public. Cela prendrait des années, murmura Maya. Les meilleures choses prennent toujours du temps. Et tu l'as maintenant, ce temps. Tu as aussi les ressources, la communauté, et une collection qui mérite d'être partagée. Maya regarda autour d'elle, les murs de pierre, les poutres en bois, la grande porte ronde qui l'avait tant dérouté les premières semaines mais qui, désormais, lui évoquait un refuge, un foyer. Eleanor a choisi de vivre isolée pour protéger tout cela. Je ne veux plus que ce soit l'histoire que l'on raconte. Je veux qu'on parle de ce qui arrive lorsqu'on ouvre les portes au lieu de les sceller. Quand on partage la beauté au lieu de la cacher. Mais le passé n'était pas encore totalement mort. 2 semaines plus tard, la bataille juridique avec son ex-mari atteignit son paroxysme. Elena, méthodique et implacable, avait déposé une réponse détaillée démontant point par point ses revendications. Le trust, la date de création, les clauses du testament d'Eleanor, tout formait une cuirasse juridique parfaite. Pourtant, il persista. Il engagea un avocat coûteux venu de Denver, qui déposa motion sur motion, comme un pêcheur lançant des filets dans l'espoir absurde de trouver une brèche. Cela lui coûta des milliers de dollars qu'il n'avait pas, des sommes qu'il avait sans doute empruntées, ou pire, dérobées. Le jour de l'audience, un mardi matin de début mai, Maya entra au tribunal de Billings avec les mains crispées autour de celles d'Elena. Son ex-mari fit son entrée d'un pas assuré, comme s'il avait déjà gagné. Il paraissait plus maigre, plus tendu, son costume trop cher flottant sur un corps rongé par l'orgueil et la peur. Pendant une seconde, Maya ressentit presque de la pitié. Jusqu'à ce que les souvenirs remontent, les dettes laissées derrière lui, les nuits de travail épuisantes pendant qu'il dilapidait leur argent, l'abandon brutal de Harper. La pitié s'évapora aussitôt. L'avocat plaida passionnément, parlant de « justice », de « partage équitable », de « timing suspect ». Puis Elena se leva et, avec une précision chirurgicale, détruisit chaque argument. Elle présenta les documents du trust datant de 1989 bien avant que Maya ne rencontre cet homme. Elle présenta le testament d'Eleanor, déposé 23 ans plus tôt, nommant explicitement Maya comme seul trustee.
Et elle rappela, preuve à l'appui, toutes les fois où cet homme avait tenté de cacher ou détourner des biens durant le mariage. Votre honneur, conclut Helena d'une voix froide comme une lame, Monsieur Thornton tente de revendiquer un intérêt sur un bien spécifiquement conçu pour être protégé de ce type de comportement opportuniste. Il a abandonné sa femme et sa fille, vidé leurs comptes, ruiné leur crédit, et maintenant il cherche à profiter d'un héritage laissé par une femme qui voulait précisément aider les victimes de trahison financière. La loi est claire, il n'a aucun droit. Aucun. Le juge, une femme aux cheveux gris acier, rendit sa décision en moins de 10 minutes. La motion de M. Thornton est rejetée dans son intégralité. Le bien en question appartient à un trust éducatif dont Mme Thornton est la gestionnaire, non la propriétaire. Il n'existe aucun intérêt patrimonial susceptible d'être partagé. De plus, cette Cour considère cette tentative comme frivole et possiblement abusive. Toute nouvelle motion entraînera des sanctions. Puis, d'une voix sèche. L'audience est levée. Quelque chose céda dans la poitrine de Maya. Pas de la joie, pas encore, mais un relâchement profond, un souffle qui s'échappait après des années de crispation. Elle n'avait plus à craindre cet homme. Plus jamais. En sortant, il tenta d'attirer son attention, d'ouvrir la bouche. Mais Maya passa devant lui sans un regard. Elle n'avait plus de temps à lui offrir. Elle ne lui devait plus rien. Dehors, sous le soleil vif de mai, Harper l'attendait aux côtés de Carol. « On a gagné, maman ?» Maya la souleva dans ses bras. « Oui, mon cœur. On a gagné. » Les 3 mois suivants bouleversèrent leur existence. Grâce au trust, Maya recevait désormais un salaire pour son rôle de conservatrice et de responsable du site, assez pour vivre, assez pour respirer, assez pour offrir enfin une enfance légère à Harper. La maison fut rénovée, chauffage moderne, plomberie neuve, isolation améliorée, mais les courbes, les arches et les fenêtres rondes qu'Eleanor avait façonnées restèrent intactes, préservées comme une signature. La seconde chambre souterraine devint un véritable laboratoire de recherche. Les scientifiques de Montana State y affluaient, fascinés. Sarah Chen devint directrice académique, supervisant les projets, développant des programmes éducatifs, attirant chercheurs et étudiants. La grande salle centrale, elle, demeura sacrée. Maya ajouta simplement des panneaux retraçant le parcours d'Eleanor, ses voyages, ses découvertes, sa solitude choisie, sa détermination farouche. En août, ils organisèrent une ouverture en douceur, réservée aux experts. La réponse fut immédiate, presque vertigineuse, chercheurs venus de tout le pays, conservateurs de musées enviant chaque pièce, étudiants rêvant de résidences de recherche. Red Lodge, la petite ville accrochée aux montagnes, adopta le projet comme s'il avait toujours fait partie d'elle. Le commerce local prospéra. Même la station-service de Carol vendait désormais des cartes postales du Hobby House. Un soir de septembre, alors que les trembles jaunissaient et qu'une première neige caressait les cimes, Maya s'assit sur la colline avec Harper. En contrebas, la maison ronde fumait doucement, comme une lanterne posée au creux du monde. « Tu aimes vivre ici ?» demanda Maya. « J'adore » répondit Harper sans hésiter. « J'ai ma chambre, j'ai des amis à l'école, et Carol m'a appris à reconnaître plein de types de quartz. Tu savais qu'il en existe plus d'une centaine ?» Maya sourit. « Oui, je le savais. » Après un silence, Harper demanda. « Maman, est-ce que tu es heureuse maintenant ? Vraiment heureuse ? Pas juste pour faire semblant. » Maya réfléchit longtemps avant de répondre. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 8 mois plus tôt, épuisée, brisée, hagarde sous le poids des dettes. Elle pensa au voyage de 900 miles avec tout ce qu'elle possédait entassé dans des sacs poubelles. Elle pensa aux portes gelées, aux secrets sous la glace, à l'héritage inattendu. « Oui, mon amour, murmura-t-elle. Je suis heureuse. Plus que je ne l'ai été depuis très longtemps. Pas seulement à cause des pierres, mais parce que nous avons un foyer. Parce que nous sommes en sécurité. Parce que je fais un travail qui a du sens. Et surtout, parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel, je suis plus forte que je ne le croyais. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour exister. Je peux protéger ce qui compte, construire quelque chose de beau, et je n'ai pas besoin d'être seule pour le faire. » Harper posa sa tête sur son épaule. « Moi, j'ai toujours su que tu étais forte. Même quand tu étais fatiguée. Même quand tu avais peur. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. » Les yeux de Maya se remplirent. « Et je ne t'abandonnerai jamais.
L'inauguration officielle du centre éducatif et de recherche Eleanor Hartwig eut lieu un matin d'octobre, 6 mois jour pour jour après l'ouverture des portes gelées. Plus de 200 personnes étaient présentes, chercheurs, enseignants, conservateurs, habitants de Red Lodge. Sheriff Chen parla de l'héritage d'Eleanor. Sarah évoqua l'importance scientifique de la collection. Margaret, la bibliothécaire, souligna l'amour d'Eleanor pour la connaissance. Puis ce fut à Maya. Elle se posta derrière le podium, le vent d'automne soulevant ses cheveux, la montagne derrière elle, et une salle comble devant elle. Il y a 6 mois, commença-t-elle, j'étais au bord du gouffre. J'étais épuisé, ruiné, trahi. Je n'avais plus rien, sauf une petite fille qui comptait sur moi. Et quand j'ai reçu cette lettre m'annonçant un héritage, je n'y ai vu qu'un espoir de survie. Je n'aurais jamais imaginé que cela transformerait ma vie. Elle prit une inspiration profonde. Eleanor Hartwig a passé 7 décennies à protéger cette collection. Elle aurait pu vendre n'importe quel spécimen et vivre dans le confort. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle croyait que certaines choses valent plus que l'argent. Elle croyait que la connaissance doit être partagée, que la beauté doit être préservée, que le courage peut changer une vie. Son regard chercha Harper, droite et souriante dans la foule. Eleanor ne m'a pas légué que des pierres et une maison. Elle m'a légué la preuve qu'une seule femme peut bâtir quelque chose qui dure, quelque chose qui compte. Elle m'a laissé la force d'affronter ceux qui voudraient détruire ce qu'ils ne comprennent pas. Elle m'a laissé un chemin et le courage de m'y engager. Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. Ce centre n'est pas seulement un sanctuaire pour des pierres précieuses. C'est un hommage à la résilience. À la transmission. À ce que l'on peut accomplir quand on ne renonce pas. Eleanor a protégé cette collection seule pendant 70 ans. Aujourd'hui, nous allons la partager avec le monde. Ensemble. L'applaudissement qui suivit fut long, sincère, vibrant. Et dans ce tonnerre chaleureux, Maya comprit enfin, elle avait trouvé sa place. Elle avait trouvé sa paix. Et, surtout, elle avait trouvé un avenir. Au crépuscule d'une journée qui avait bouleversé sa vie, lorsque les visiteurs s'étaient enfin dispersés et que les derniers éclats de lumière glissaient sur la montagne, Maya descendit seule dans la chambre souterraine. Elle marchait lentement entre les vitrines, comme si elle parcourait pour la dernière fois un sanctuaire avant qu'il ne s'ouvre au monde. Ses pas résonnaient dans l'espace arrondi, et la lumière dorée du soir filtrait par les conduits naturels de roche, caressant les gemmes d'une lueur presque vivante. Elle s'arrêta devant le plus grand saphir de toute la collection, celui dont le docteur Chen avait estimé la valeur à près de 3 millions de dollars. Un bleu si profond, si pur, qu'il semblait contenir tout un ciel enfermé dans la pierre. Maya resta immobile, hypnotisée par ces reflets qui évoquaient à la fois l'immensité et le mystère. Une seule de ces pierres aurait suffi à effacer tous les problèmes financiers qu'elle avait connus. Une seule. Elle aurait pu payer ses dettes, acheter une maison, garantir l'avenir de sa fille. Elle aurait pu offrir à Harper une vie sans peur, sans manque, sans ces angoisses du quotidien qui broient les plus fragiles. Mais garder ce trésor pour elle, le dissimuler au monde, aurait été une trahison. Une trahison envers Eleanor, envers tout ce que cette femme avait construit avec discipline et sacrifice. Et plus encore, une trahison envers la nouvelle version d'elle-même, celle qu'elle était devenue. Car elle n'était plus la femme apeurée et désespérée qui était arrivée ici 6 mois plus tôt, prête à vendre n'importe quoi pour survivre. Non. Elle avait découvert que certaines choses ne se mesuraient pas en chiffres, mais en sang. Que la valeur réelle résidait dans les héritages qu'on protège, dans les causes que l'on défend, dans les choix que l'on fait lorsqu'on se tient face à soi-même. Certains combats valaient plus que le confort. Plus que la sécurité. Certains combats valaient la vie. Elle entendit des pas dans l'escalier de pierre et se retourna. Elena descendait vers elle, gracieuse et déterminée comme toujours. Son avocate est désormais son amie. Elle tenait un petit coffret en bois dans ses mains. « J'ai trouvé quelque chose pour toi », dit Elena en arrivant à son niveau. C'était dans le coffre-fort d'Eleanor. Elle avait laissé des instructions très claires, ceci devait te revenir lorsque le centre ouvrirait enfin. Maya prit la boîte avec une émotion qui lui serra la poitrine. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur reposait une bague en argent, simple, élégante, sertie d'un petit saphir du Montana. Rien à voir avec les pierres gigantesques de la collection, celle-ci était modeste, mais d'une beauté profonde et intime. Sous la bague, soigneusement pliée, se trouvait une lettre. Elle la déplia avec délicatesse. « Chère Maya. Si tu lis cette lettre, c'est que tu as réussi.
Tu as protégé la collection. Tu as tenu tête au Whitmore. Tu as transformé ce que je t'ai laissé en quelque chose de plus grand que toi, que moi, que toutes les personnes qui tenteront un jour de s'en emparer. Je suis fier de toi même si je ne pourrai jamais te le dire de vive voix. Cette bague est le premier saphir que j'ai trouvé. En 1945. Je n'avais que 19 ans, et j'étais persuadé que le monde appartenait à ceux qui osaient s'y confronter. Ce petit morceau de ciel minéral m'a donné la preuve que je pouvais accomplir quelque chose de remarquable, si j'acceptais de travailler dur et de ne jamais renoncer. Je veux que tu la portes comme un rappel de ton propre commencement. Tu croyais avoir hérité d'une maison. Mais ce que tu as réellement reçu, c'était une chance. La chance de découvrir qui tu étais vraiment. J'espère que ce que tu as trouvé te rend fier. Continue d'avancer. Continue de bâtir. Continue de croire qu'une seule femme déterminée peut changer le monde parce que c'est vrai. J'en suis la preuve. Et toi aussi, désormais. Avec tout mon amour. Eleanor. Les larmes brouillèrent la vue de Maya tandis qu'elle glissait la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement, comme si Eleanor avait deviné sa taille, ou comme si cette bague avait attendu toutes ces années de trouver la main qui lui était destinée. Dans cette chambre taillée dans la montagne, entourée de pierres d'une valeur inestimable, le trésor le plus précieux qu'elle possédait désormais était cette bague. Cette bague, et l'amour silencieux d'une femme qui avait cru en elle avant même qu'elle ne croie en elle-même. Les mois suivants furent intenses. Le centre attira des visiteurs du monde entier, scientifiques fascinés par la rareté des spécimens, étudiants émerveillés, touristes avides de découvrir l'histoire incroyable de cette collection longtemps cachée. Maya agrandit l'équipe, développa de nouveaux programmes éducatifs, et planifia même la création de laboratoires de recherche souterraines. James Whitmore tenta une dernière manœuvre, déposant un recours pathétique affirmant que certains spécimens appartenaient légitimement à son grand-père. Le juge rejeta l'affaire en quelques semaines, ajoutant même que la famille Whitmore avait abusé des tribunaux assez longtemps. Même son ex-mari finit par disparaître totalement de sa vie. On rapporta à Maya qu'il était parti en Californie, poursuivant des rêves vides qui ne menaient nulle part. Elle ne ressentit rien. Ni colère. Ni triomphe. Seulement l'indifférence tranquille de quelqu'un qui a tourné la page. Harper, elle, s'épanouissait d'une façon qui donnait à Maya un bonheur presque douloureux. Elle avait des amis. Elle allait à l'école sans peur. Elle avait rejoint le club de sciences. Elle parlait parfois de devenir géologue, comme Eleanor. Elle avait enfin une véritable enfance. Un an jour pour jour après leur arrivée au Hobby House, la petite ville de Red Lodge organisa une cérémonie. Le chemin menant à la maison fut officiellement rebaptisé Eleanor Hartwick Way. La cérémonie fut simple, mais chargée d'émotion. Le shérif Chen parla du rare courage qu'il fallait pour honorer un héritage au lieu de l'exploiter. Dr Sarah Chen évoqua les avancées scientifiques rendues possibles grâce à la collection. Margaret, la bibliothécaire, offrit à Maya un livre relié en cuir contenant toutes les publications d'Eleanor. Puis Carole, la femme de la station-service, se leva sans invitation, les yeux brillants. Il y a un an, une jeune femme effrayée est arrivée en ville avec seulement une lettre et un peu d'espoir. Aujourd'hui, elle a offert à cette communauté quelque chose d'inestimable, la preuve que les bonnes choses arrivent encore aux bonnes personnes. Et que l'intégrité finit toujours par triompher. Eleanor avait vu cela en toi, Maya. Maintenant, nous le voyons tous. Maya pleura sans honte. Ce soir-là, elle s'assit sur la colline au-dessus de la maison, Harper blottie contre elle. Les montagnes s'embrasaient de reflets orangés. En bas, la maison ronde diffusait une lumière douce, presque magique. Maman, tu penses parfois à ce qui serait arrivé si on n'était jamais venu ici? Maya réfléchit. Peut-être que nous serions encore à Denver. Moi à travailler jusqu'à m'épuiser. Toi à devoir être courageuse pour des choses qu'un enfant ne devrait jamais affronter. Harper hocha la tête contre son épaule. Je suis contente qu'on soit venu. Moi aussi, mon cœur. Tu crois que tante Eleanor serait fière? Maya regarda la bague. Le saphir refléta les dernières lueurs du soleil. Je pense que oui. Elle voulait que la collection soit partagée, étudiée, offerte au monde. C'est ce que nous faisons. Et je crois qu'elle serait heureuse de voir ce que nous sommes devenus grâce à elle. Je la manque, murmura Harper. Moi aussi. Même si je ne l'ai jamais vraiment connue, je la manque. Puis, après un silence doux.
Mais je crois que je la comprends mieux aujourd'hui qu'à aucun moment quand elle était vivante. À travers son travail, ses choix, ses journaux. Elle était brillante. Courageuse. Et elle nous a offert un cadeau que je n'oublierai jamais. Harper leva les yeux. Lequel? Pas les pierres. Pas la maison. Elle nous a offert une nouvelle vie. Et la preuve que l'on peut tout recommencer, si on a le courage de dire oui à l'inconnu. Elles restèrent assises alors que les premières étoiles s'allumaient, les mêmes étoiles qui avaient veillé sur Eleanor pendant toutes ces années de solitude. Maya comprit alors une vérité simple, Eleanor n'avait jamais été seule. Elle avait été entourée de beauté, de savoir, et du sens profond de sa mission. Elle réalisait, elle aussi, que le véritable héritage n'était pas matériel. C'était ce qui se révèle en soi lorsque la vie nous offre une chance inattendue. Lorsque la nuit fut pleinement tombée, Maya se leva et tendit la main à Harper. Ensemble, elles descendirent vers la maison ronde, vers la lumière, vers leur avenir. Derrière elles, la montagne restait immobile, éternelle, gardienne silencieuse de millions d'années d'histoire. Mais dans la maison creusée dans la roche, la collection d'Eleanor scintillait pour la première fois dans l'obscurité, non plus cachée, non plus gelée dans le silence, mais enfin offerte à un monde qui avait attendu 70 ans pour découvrir le chef-d'œuvre qu'une femme déterminée avait bâti. Et Maya Thornton, autrefois une mère brisée et trahie n'ayant que quelques sacs en plastique pour tout bagage, avançait désormais vers un avenir qu'elle avait gagné par sa force, sa volonté, et la certitude nouvelle qu'elle ne laisserait plus jamais personne la diminuer. Car elle avait appris la leçon la plus importante que pouvait lui transmettre Eleanor. La vraie richesse ne se mesure ni en dollars ni en gemmes. Elle se mesure en courage. En intégrité. En la capacité de protéger ce qui compte. Et en la sagesse de comprendre que les trésors les plus précieux de la vie sont souvent ceux que l'on découvre en ouvrant les portes dont on avait le plus peur.